sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. En ce jeudi, nous sommes le 1er décembre, ça y est, c'est le dernier mois de l'année. Qu'est-ce qu'elle est passée vite cette année, c'est un truc de fou. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois entre 16h et 18h sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui, une belle brochette aujourd'hui. Maître Maghrebi qui a presque mis son maillot de la Tunisie. Qui a loupé le vol de retour en Tunisie. Bonjour Besma, comment ça va maître ? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Je vais très très bien. J'irai beaucoup mieux si t'arrêtais de critiquer. Mais je critique pas. Si t'arrêtais de critiquer, mais sinon tout va bien. Ouais, j'ai jamais critiqué. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous et en plus on est super bien accompagnés aujourd'hui donc. Absolument. Audrey Pronesti, journaliste qui est avec nous. Bonjour ma Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Ça fait et longtemps. Bonjour à tous les autres chroniqueurs, je vais pas spoiler, mais effectivement, Besma déjà c'est du lourd. Et puis je t'interdis, officiellement, d'embêter Besma. Merci. Voilà. Merci. Non mais toi tu sais que c'est mon émission en fait ici. Oui mais ça m'est égal. Non, c'est l'émission des auditeurs. Tu sais ce qu'on dit, c'est faites comme chez vous mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Akli Meloudi est avec nous, comment ça va mon Akli ? Ça va être une émission avec du lourd là parce qu'il y a quand même Besma et Audrey. Ouais. Bonsoir Merci. à nos auditrices et auditeurs parce que les filles elles ont dit auditeurs, vous voyez comme quoi et les auditrices alors c'est pas un truc. Et écoute Christophe, faut toujours te retrouver et de dire ici une radio où effectivement on peut s'exprimer, où il y a vraiment débat, c'est pas uniforme et c'est ça qui fait la qualité du grand forum. Exactement. Alors hier nous avons suivi avec Tarek le match France-Tunisie, mais qu'est-ce que ça a été tendu. Ça a été tendu du début à la fin presque. Et aujourd'hui, il y a un autre pays qui nous intéresse, et Tarek Mami est avec nous aussi pour nous faire suivre ce match. Maroc-Canada, et attention là pour le Maroc, bon, on va dire que c'est quasiment fait, mais il faut quand même gagner pour au moins obtenir peut-être la première place et espérer que la Croatie ne gagne pas. Quoi qu'il en soit, le Maroc a quand même une grande chance d'être en huitième de finale. Tarek, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs et bonjour pour le plateau du jour. Pour une fois qu'il y a deux dames dans le studio. Oui, c'est vrai. D'habitude, c'est 4 mecs. Ouais. Aujourd'hui, il y a 2 dames et un mec. Donc le mec Et ça fera la différence, moi je vous le dis. Voilà, il va devoir se battre pour trouver sa place. Exactement. Et puis donc, je vais vous servir de fil rouge pour ce match Maroc. Bien sûr, avec toujours le cœur quand il s'agit de foot, rarement de raison. Que le Maroc gagne ce match, qui est une première équipe maghrébine qui sort de cette poule et espérons que le Ghana fera pareil, idem, parce qu'on voudrait bien quand même avoir 2 pays africains donc dans le deuxième tour. Il y a Sénégal, Tarek. Sénégal. Ah oui, Sénégal. Sénégal. Ah oui. Et puis le Maroc avait était déjà sorti de poule une fois dans son histoire. Espérons que c'est la deuxième parce que ça nous fera plaisir et ça nous fera surtout voir que la mondialisation, au moins, elle marche dans le sport et dans le foot, elle qui ne marche pas en politique et en économie. Absolument, donc Tarek, vous avez le micro allumé, vous pouvez l'éteindre là, et puis dès qu'il se passe quelque chose, vous n'hésitez pas à intervenir, vous êtes notre fil rouge donc pour ce match Maroc-Canada, et allez, les Marocains, on y va, on y croit. C'est parti les amis pour le programme de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, en fin d'émission, on parlera un peu de foot et on fera les pronostics comme chaque jour avec les matchs de demain, notamment les derniers matchs de poule, puisque à partir de samedi, on entame directement les huitièmes de finale, vous le savez. Et d'ailleurs, dimanche, à quelle heure jouera la France ? On vous le donnera tout à l'heure à 16h. Contre qui ? La Pologne. Le suspense. La suspense, qui n'a que trop duré. Le quiz tout à l'heure, bien entendu. Et puis Mam, la belle histoire du jour, qui a voulu faire sa chronique donc, des génériques consacrée à quelque chose qui tenait. Alors il a dit: je tiens à saluer Besma et je tiens à faire cette chronique pour expliquer le Téléthon, l'origine du Téléthon, comment il est né en France et surtout l'histoire de son générique qui n'a jamais changé d'ailleurs, qui est toujours resté le même depuis 1987 que le Téléthon a lieu sur France Télévisions et pendant 30 heures. Donc voilà, petite attention ma chère Besma. Bravo. Dans la battle tout à l'heure, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ? Voilà la grande question que l'on se pose évidemment et on va tenter d'y répondre ensemble tout à l'heure
pour ou contre, oui ou non. Pour l'instant, vous êtes 79% à dire oui sur Twitter, le Grand Forum FM2. On verra ce qu'en pensent nos amis débatteurs et auditeurs, bien sûr, qui peuvent intervenir à n'importe quel moment au 01 40 33 9000. Le Téléthon, justement, pourquoi est Besmat en train de nous convaincre, si tant est qu'il faille nous convaincre, pourquoi il faut participer, donner au Téléthon, peut-être donner, pas forcément via de l'argent, mais donner par exemple en participant à des activités qui récoltent de l'argent tout au long de ce week-end. 36 37, c'est le numéro de téléphone à retenir évidemment tout le temps, mais j'allais dire plus que jamais dès demain soir. Et puis évidemment, vous le savez, le président Macron, qui voyage beaucoup en ce moment, est aux États-Unis pendant 4 jours pour une visite officielle. Il a rencontré Joe Biden, qui est très tactile, hein, Biden, d'ailleurs comme Macron, mais autant Trump c'était tactile d'un autre. Biden c'est un peu plus bas, lui, apparemment très tactile à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, eh bien on verra si pour vous les Américains sont un allié ou un concurrent. On se posera la question évidemment. Et puis on fera un petit tour comme chaque jour par le Qatar avec Thierry de Orix FM pour parler d'une empreinte carbone autour du mondial au Qatar. Et Thierry nous expliquera tout dans un instant. Voilà pour le programme. On commence par les clins d'œil. Et le fil rouge est déjà de retour. Ah bon? Déjà? Il y a déjà but. 6 minutes 53, un but pour le Maroc. Bravo le Maroc. Allez, Voilà, le Maroc. 1-0 pour le Maroc, ça solide, tombe bien. c'est J'ai l'impression que solide. Tarek, on va vous retrouver souvent aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai On l'impression espère que vous ça va être très retrouver très chaud. Allez, on y va. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Ah, le Maroc déjà 1-0, ça commence bien les gars. Bon, Solide, tant mieux. j'ai vu jouer, Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, baissez-moi les casques là, vous allez me faire devenir sourd. Bon, allez, on y va avec les petits clins d'œil, ce qui s'est passé à 1er décembre, notamment une naissance en 1956 d'une journaliste qui a fait les grandes heures de TF1, notamment lors de la présentation du JT du week-end. Vous voyez de qui je veux parler? Claire Chazal. Voilà, Claire Chazal, elle est née en 1956. Bon anniversaire Claire, évidemment. Et puis en 1947, c'est la naissance d'un chanteur, d'un auteur, compositeur, interprète et guitariste aussi. Il était apparu notamment affaibli lors des... Francis Cabrel. Non. Lors des 24e cérémonies de la victoire de la musique en 2009. Sting. Ce soir-là, non, c'est un artiste français, chère madame. Il a quand même eu 11 trophées dans sa carrière. Il est décédé, évidemment, le 14 mars 2009, d'ailleurs, peu de temps après les victoires de la musique. Je veux parler de monsieur Alain Bachung. Alain Bachung, quand même. Vous connaissez Besma, Alain Bachung, ou c'est comment? Non, je suis trop jeune. T'es trop jeune, mais quoi, ça va pas, non? Bon, Akli, tu connais Ouais, quand même. Alain Bachung? Bah oui, Joséphine qui connaît pas, ces tubes de Bachung, tout le monde connaît. Alors ça, bien c'est sûr. un petit... Très bon musicien, il était hétéroclite, mais très bon. Alors ça, c'est un petit clin d'œil maintenant pour notre ami Akli Belouli. connaissez. Il comprendra pourquoi. On est en 2016, mon cher Akli, et le président de la République s'est exprimé. Les pouvoirs ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. François Hollande qui renonce donc à se représenter pour un second mandat. C'était un 1er décembre 2016 à Cli. Il a bien fait? Enfin, ouais, tu peux répondre, mais je pense qu'avec le recul, je pense qu'il a mal fait. Enfin, c'est pas qu'il ait été irréprochable, mais en tous les cas, je pense que là, on l'a vu quand même, le néolibéralisme a pris une extension, même si déjà dans son mandat, il avait laissé des choses, mais je pense qu'il a laissé la place à des Valls et des Macron. Je pense pas qu'il ait bien fait, mais bon, après, c'est un avis. Hein. Ouais. Audrey, après, ça peut se comprendre quand on voit, voilà, il a quand même dû gérer un certain nombre d'actes terroristes. Ça n'a pas été facile. Après, moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, on veuille rendre le tablier.
Là, il voulait pas le rendre. En fait, il voulait pas le rendre, c'est parce qu'il a été trahi. En fait, il a été trahi par Marco et Valls. Donc c'est surtout ça. Et il y avait une primaire qui s'était mise en place. Je pense qu'il aurait dû. Moi, je pense qu'il aurait dû. Après, parce que trahi, Valls, oui, c'est vrai que c'est. Mais au-delà de ça, il faisait l'objet d'une impopularité qui était telle que de toute façon, je vois pas comment il aurait pu être réélu. Oui, mais le problème, c'est que c'est fait, même s'il n'avait pas été réélu, la question, c'est quand vous êtes battu avec un socle électoral conséquent, vous pouvez reconstruire. La question, c'est la reconstruction. En fait, le problème, c'est que souvent, on attache à des personnes, mais en fait, c'est la reconstruction. C'est-à-dire de là où on part. Là, je me félicite d'ailleurs de la NUPES, parce que c'est d'essayer de réconcilier les gauches. Ceux qui avaient théorisé les gauches irréconciliables, ce sont les fossoyeurs des idées de gauche. Et aujourd'hui, on voit bien, on a que des néolibéraux, il n'y a pas de débat, à part, effectivement, la NUPES, qui commence à rentrer dans le jeu. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français souffrent. Moi, je sais pas si vous êtes élus locaux ou ceux qui vivent au quotidien, les gens ils viennent vers vous, ils vous expliquent quand même. Et on voit bien que pour eux, ils ont le ressenti. Tout ça, ils ont l'impression que ce gouvernement n'aime pas les gens. C'est ça le vrai sujet. Oui, qui ne les entend pas et qui ne les comprend pas. Et ça fait pas leur. Voilà. Donc c'est pour ça que même quoi qu'on dise, en fait, on en est aujourd'hui à regretter effectivement les années Hollande, mais il ne faut pas qu'on vive là-dedans. Mais non, je les regrette pas. Non, pas toi, Audrey, je parle en général, parce qu'au moins il y avait moins de. Il n'y a pas grand monde qui les regrette d'ailleurs. Je te rassure avec Claire. Ah, c'était quand même moins. Si on fait comparaison avec disons que depuis le départ d'Hollande, on a l'impression que la gauche a disparu. Mais en même temps, je reviens sur l'impopularité. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui le regrettent parce qu'il n'était pas spécialement aimé des Français et sa politique n'était pas vraiment suivie. On n'avait pas l'impression. Si tu veux, quand on a quelqu'un qui est de droite, qui est au pouvoir et qu'on ne le sent pas très proche du peuple, je ne vais pas dire qu'on va l'excuser, mais le côté social de gauche, on ne l'attend pas de quelqu'un de droite. Alors que quand tu es de gauche et que tu es censé être proche des gens et qu'en réalité les gens ne se sentent pas entendus, compris et accompagnés, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'a pas été très clair quand même, Macron. Voilà. Là-dessus, Mesma, si tu veux, c'est vrai que tu as raison, effectivement, sous sa présidence, on n'a pas vu trop les idées de gauche. Le problème, c'est que moi, je pense qu'effectivement, laisser conduire la politique par Valls, dont on connaît le résultat, c'était pas la meilleure chose qu'il ait fait. Donc ça fait partie de ses responsabilités. On dédouane personne. Je dis juste que quand même si c'était pas le top, il était quand même beaucoup moins violent dans la façon de faire de la politique que ces deux gouvernements. Et vous allez voir, il n'y a plus de dialogue social, les corps sociaux, etc. Le problème, même y compris, moi, je dirais, prenons l'exemple, parce que là, on parle de Hollande, on a l'impression parce que je suis socialiste. Mais Chirac, j'étais pas d'accord avec sa politique, mais Chirac aimait les gens, il était beaucoup moins violent. Donc, il avait quand même, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et beaucoup le disent, d'ailleurs. Voilà. Et il est regretté, lui, pour le coup. Donc, il y avait, même si on n'est pas d'accord avec, il y a à un moment donné des présidents militants, c'est des gens qui aimaient quand même la France, qui aimaient les gens et qui essayaient de lui donner une certaine grandeur, une certaine hauteur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, même diplomatiquement, certaines choses, on est quand même à la ramasse. Bon, inauguration en 1986 du musée d'Orsay à Paris, par justement François Mitterrand à l'époque. Et puis, ça baisse pas, petit clin d'œil, 1900, en France, les femmes françaises licenciées en droit peuvent exercer leur métier d'avocat. C'est pour ça que Besma est avocate maintenant. En 1900. En 1900, elle était avocate. Voilà, exactement. En tout cas, voilà, c'était le petit clin d'œil. Elle est encore jeune, hein. Bien sûr qu'elle est jeune. Elle s'est entretenue depuis 1900. Elle surfe sur la vague. Allez, dans un instant, on file au Qatar, les amis, avec Thierry. Quoi, tu donneras pas quoi? Bah, mon secret de longévité. Jamais. Ah non, jamais. Un petit café, Besma? Ah bah écoute, si tu veux, avec plaisir. Bah t'inquiète, d'accord. On se fait la pub alors. Tu vois, il t'achète. Non, je m'achète pas, moi, t'inquiète pas. Et je rappelle, donc Tarek Mamit toujours poursuivre le match Maroc-Canada. Le Maroc mène toujours 1-0, Tarek. Apparemment, oui, il mène toujours 1-0. Donc c'est parfait. 1-0 toujours pour le Maroc. Tarek Mamit qui reste là avec nous en fil rouge pour suivre le match entre le Maroc et le Canada qui mène déjà. Donc si le Maroc... Pour l'instant, et si on s'arrête là, d'ailleurs, il va falloir suivre aussi ce qui se passe du côté de Croatie-Belgique. Ça va être un gros match ça aussi. Oui, Tarek? Oui, alors penalty pour la Croatie contre la Belgique. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Maroc, parce que ça veut dire que le Maroc serait qualifié, mais serait deuxième, et non pas premier. On va attendre donc le tir de penalty, et on vous tient au courant. Absolument, le penalty donc pour la Croatie contre la Belgique. Il y a une discussion donc sur penalty, pas penalty. Mais on va apparemment, l'arbitre va voir son adjoint, peut-être même le VAR, pour ce penalty qui serait pour la Croatie.
Croatie, Belgique d'un côté, Maroc, Ghana de l'autre. Le Maroc qui mène 1-0. La Croatie qui a peut-être la possibilité de prendre l'avantage sur la Belgique. Ce qui nous donnerait donc 7 points pour la Croatie, 6 points pour le Maroc. C'est-à-dire que la Croatie terminerait premier, le Maroc deuxième. Bon, ça veut dire qu'on va taper un gros en 8e de finale pour le Maroc. Ça va être le groupe de l'Espagne, je crois, si je dis pas de bêtises. L'Espagne, probablement Maroc-Espagne. Alors ça sera un match historique, oui, j'ai envie de dire très historique. Ça va être très très chaud. Ah oui. Ah oui. Voilà, donc la France, elle s'en sort bien à chaque fois. Tire la Pologne quand même, franchement. Non, ils sont bons à un moment donné. La France, elle s'en sort bien. Je préfère la Pologne que l'Argentine, Audrey, franchement. Ah bon? Ah bah oui. Ah, mais le match était extraordinaire de l'Argentine hier. Ah bah oui. Ah, ils ont fait un match. Mais c'est pour ça que je préfère tirer la Pologne. Honnêtement, oui, ça fait. Ah oui, d'accord, je vois dans quel sens. Équipe, ça. hein. Ah oui. Hier, Ils ont été bons. Hier, on a vu vraiment une équipe d'Argentine. Mais on a un gardien. Fil rouge, fil rouge. Alors, le pénalty n'est pas accordé à la Croatie. Yes. Tant mieux. Très bien, donc pénalty annulé. Donc pour l'instant, c'est toujours le Maroc qui est en tête. Non attribué. Non, ouais. Ça aurait été quand même dingue. Donc le Maroc, pour l'instant, si on s'en reste là, est en tête du groupe avec donc 6 points. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On va suivre ça de près avec Mami. On file au Qatar, les amis, dans un instant avec Thierry de Oryx FM pour parler de l'empreinte carbone justement autour de ce mondial. Restez avec nous. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Fil rouge, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle action. Deuxième but pour le Maroc. Deuxième but pour le Maroc, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Magnifique. Ils font une belle Coupe du Monde. Hein. Ah oui, non, là c'est... 2-0 pour le Maroc et toujours 0-0 de l'autre côté. Et à ce stade, le résultat de l'autre côté ne changerait pas grand-chose sur le résultat du Maroc qui, pour le moment, premier. Et premier du groupe, absolument, avec 6 points. La Croatie, deuxième, avec 5 points. Effectivement, si on s'arrête là, évidemment, dans ce groupe-là. Donc, premier pays maghrébin pour cette Coupe du Monde à se qualifier pour cette saison, cette édition-là, évidemment. Bravo, en tout cas, 2-0, ça promet. Très beau match du Maroc, nous dit-on, bien maîtrisé. On part au Qatar, les amis, pour rejoindre notre ami Thierry pour la chronique en collaboration avec Oryx FM. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Thierry, bonjour Thierry, comment ça va ? Bonjour Christophe, tout va bien, tout se passe bien, il fait bon, il fait beau et on a de beaux spectacles sur le terrain. Alors justement, quelle est la météo à Doha aujourd'hui, mon Thierry, où il est 18h là ? 18h20. Il fait entre 24 et 25 degrés. On Parfait. a eu un peu chaud aujourd'hui, il faisait 29. Ah ouais, un peu chaud aujourd'hui, nous dit-on. Alors nous, on se décaille à Paris, lui, il fait un peu chaud là-bas, 29. Alors, Thierry... Oula, il y a du monde chez vous, mon Thierry. Alors... Oui, malheureusement. Oui, ça c'est vrai que depuis que Qatar est éliminé, du coup, tout le monde est au travail là. Alors, Thierry, on va parler de l'empreinte carbone du Qatar et autour du mondial, c'est ça ? Voilà, c'est encore un sujet un peu sensible que l'on va aborder aujourd'hui, celui justement de l'impact environnemental du mondial au Qatar. On dit que c'est une aberration écologique, mais il faut savoir qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Il faut savoir que lorsque le Qatar a obtenu le droit d'organiser la Coupe du Monde, il s'est engagé notamment à organiser un méga événement de manière responsable et durable. Alors ça a l'air antinomique. Les méga événements ont forcément un impact considérable sur l'environnement en termes d'émissions de pollution et en termes de pollution et d'émissions de CO2. On pense aux constructions, aux déplacements, à la consommation d'énergie pour les stades, à la consommation d'eau. En janvier 2020, la FIFA justement a dévoilé sa stratégie de développement durable pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors, il s'agit de la première stratégie de ce type à être planifiée et mise en application conjointement par la FIFA, le pays hôte et les organisateurs locaux. Ça n'avait jamais été fait avant et cette stratégie prévoit l'organisation de la première Coupe du Monde de football neutre en carbone dans l'histoire de la manifestation. Alors, pour y parvenir, tous les projets d'infrastructure, dont les stades, répondent à des critères de durabilité très stricts. Il y a un organisme de certification qui vérifie tout cela. Il s'appelle GORD, c'est l'Organisation du Golfe pour la recherche et le développement. Et pour faire simple,
toutes les constructions répondent à des normes de haute qualité environnementale, à la fois dans le design, dans la construction et dans l'exploitation des bâtiments. Lors de la conception et de la construction des 8 stades, une attention particulière a été accordée à la réduction de la consommation d'énergie, de l'eau, à la réutilisation et au recyclage de l'eau et des matériaux de construction lorsque c'était possible. Et puis les systèmes, on parle de la clim, mais les systèmes de refroidissement également ont été pensés de manière très efficiente et l'utilisation d'énergie renouvelable a été incluse pour l'éclairage. Et puis on pense aussi à la création de conceptions qui permettent d'optimiser la lumière naturelle dans les stades. Et il n'y a pas que les infrastructures qui ont été prises en compte, d'autres domaines clés ont été identifiés. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, c'est la version la plus compacte de l'histoire moderne. Les supporters, les joueurs et les officiels volent en fait vers les 2 aéroports de Doha et pensez que 75 km, c'est la distance la plus longue entre les stades et les supporters ont la possibilité justement d'assister à au moins 2 matchs par jour. Ça ne s'est jamais vu. Alors, les organisateurs ont aussi travaillé avec le secteur hôtelier pour encourager les pratiques vertes pour réduire justement les émissions carbone de l'hébergement. Puis, on en avait déjà parlé, il faut compter aussi avec l'utilisation de l'énergie solaire pour aider à alimenter le Qatar pendant le tournoi en électricité. Il y a la centrale solaire de Al Kharsa qui produit 800 mégawatts. Et puis, il y a aussi ce dépôt de bus électrique qui est rechargé à l'énergie solaire. Évidemment, tout cela ne suffit pas à la neutralité carbone et cette stratégie prévoit des mesures de compensation carbone grâce à l'achat de crédits carbone. Donc, on calcule les émissions et on s'engage à financer des initiatives vertes qui vont compenser ces émissions. On va par exemple financer des opérations de reforestation ailleurs dans le monde. Alors, cette approche, il faut le savoir, est déjà mise en doute et critiquée par des ONG environnementales qui reviennent à la fois sur la méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone et puis le choix des projets de compensation carbone. Pourtant, la FIFA et les organisateurs disent respecter les standards internationaux de calcul des émissions carbone. Et puis, ils passent évidemment par des organismes qui sont accrédités et reconnus internationalement. Donc ici, les organisateurs semblent sereins concernant leur méthodologie. Et puis, surtout, ils attendent les critiques qui vont concerner le coût écologique des prochains méga-événements. On pense au JO, on pense également à la prochaine Coupe du Monde de 2026, qui sera, elle, éclatée sur 3 pays, 16 villes et qui va compter 48 équipes. Donc, il faut quand même reconnaître, je pense, les efforts qui ont été faits dans ce domaine ici pour cette Coupe du Monde 2022. Merci beaucoup Thierry pour ces éclaircissements autour évidemment de l'empreinte carbone donc au Qatar autour de cette Coupe du Monde. Vraiment l'idée et c'est tous les jours au quotidien de déconstruire un petit peu tous les arguments qu'on peut entendre dans la presse évidemment avec Thierry de la radio francophone de Doha, Oryx FM. Je ne savais pas par contre qu'il y avait deux aéroports à Doha. J'en ai vu un qui est magnifique, en fait, il est extraordinaire. Ils ont conservé l'ancien aéroport qui est utilisé davantage pour des vols d'affaires, des vols privés. Et à l'occasion de la Coupe du Monde, ils l'ont remis en service pour des vols internationaux. D'accord. Donc il y a 2 aéroports uniquement pour la Coupe du Monde. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que j'en ai vu un, on vend des voitures. Il y a une piscine, je crois d'ailleurs, dans l'aéroport. C'est un truc de fou. Hein. Merci beaucoup Thierry. À demain, évidemment. Bien entendu. Bientôt, merci beaucoup Thierry. Alors, Audrey, Besma, Akli, juste en un mot. Quel est votre regard un petit peu sur tout ce qu'on peut entendre, notamment de la part des pays occidentaux et particulièrement en France, des critiques autour de l'organisation du mondial au Qatar? C'est quoi? C'est de l'hypocrisie, Besma? Pour moi, c'est des donneurs de leçons qui, plutôt que de se permettre de donner des leçons à ces pays-là, devraient plutôt balayer devant leur porte et faire en sorte qu'au lieu d'être 10e dans le classement des pays qui luttent contre le réchauffement climatique, ils arrivent en première place. Et le jour où ils seront premiers, peut-être qu'ils pourront se permettre de critiquer. Ouais, j'aime bien. Audrey ?
Oui, bah de toute façon, c'est clair et net. Tout le monde le dit, tout le monde le pense. Après, certains n'osent pas le dire, mais effectivement, c'est de la pure hypocrisie. On sait tous que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et tant que l'argent primera par-dessus tout, eh ben, on aura beau faire des beaux discours. Oui, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. L'argent, elle est là et tu le prends et basta. Et ceux qui n'ont pas été, qualifiés, eh ben, dans tous les cas de figure, même s'ils le critiquent, ils y seraient allés. Donc, dans tous les cas de figure, c'est de l'hypocrisie de A à Z, surtout que c'est pas, ça date pas d'hier qu'on ait pu, en tout cas, commencer ces projets-là. Donc non, faut arrêter de se réveiller un matin et se dire « Ah mince alors, c'est peut-être pas si bien pour l'empreinte carbone. » Bah oui, c'est pas bien, oui. Mais disons que c'est censé donner une belle image que de donner l'impression de lutter et d'avoir une politique qui est favorable à l'environnement, parce que c'est quand c'est à la mode et que ça permet de redorer son blason, et ben on y va. Ouais. Mais à mon avis, ça sert uniquement à ça. Aussi. Akli, hypocrite ou pas, toute cette personne qui s'exprime autour du Qatar et de la Coupe du Monde? Bah écoutez, à partir du moment où on leur a attribué la Coupe du Monde, il ne faut quand même pas s'étonner qu'elle se passe au Qatar, parce qu'ils l'ont attribué. Donc ensuite, effectivement, il y a eu cette histoire des stades, etc. Mais à part, effectivement, les cris d'orfroie et de vierge effarouchée qu'on a entendus, quelles sont les mesures qui ont été prises pour régler les choses? Quand le Qatar a dit « chez moi, je ne veux pas accueillir les trucs LGBT, etc. », tout le monde a dit ouais, bah d'accord, on est OK. Donc à un moment donné, je pense que le droit international ne s'applique pas partout de la même façon. Mais il n'y a aucune raison que ce soit plus sur le Qatar, parce qu'il est ciblé, est-ce que c'est parce que c'est le Qatar? Donc il faudrait comprendre, est-ce qu'il y a un peu de racisme comme ça à partir de ces pays-là? Mais en l'occurrence, à partir du moment où on leur a attribué la Coupe du Monde, il ne faut pas s'étonner que la Coupe du Monde se passe chez eux, quoi. Exactement. Bon, évidemment, restez avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, on part aux États-Unis où le président Macron y est en visite officielle. Mais dites donc, la bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui, à laquelle on va tenter de répondre, est-ce que les États-Unis c'est un allié ou est-ce que c'est un concurrent aujourd'hui? Pour nous, la France, pour l'Europe, on en reparle dans un instant avec vous. Maître Maghrebi, avocate, Audrey Pronosti, journaliste, et Akli Melouli, adjoint au maire de la ville de Bonneuil-sur-Marne, évidemment. Restez avec nous. Tarek Mami en fil rouge pour le match Maroc-Canada, où il y a toujours 2-0 pour le Maroc, mon cher Tarek. Et dans l'autre match, toujours 0-0 entre la Croatie et la Belgique. Fil rouge, situation n'a pas bougé. Très bien. J'adore. Franchement, pour faire durer le suspense, c'est parfait, Tarek. Fil rouge, la situation n'a pas bougé. Et sinon, vous parlez en morse aussi, comme ça on peut mieux. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Je ne peux pas intervenir dans la discussion LGF, donc je me contente de mon fil rouge. Voilà, c'est ça. Et il a son fil rouge aujourd'hui. Je pense qu'il va intervenir plein de fois. 2-0. Ne vous inquiétez pas, on vous comprend très bien. 2-0 pour le Maroc. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, évidemment. Sur France Maghreb 2, le Maroc qui serait donc qualifié et en plus terminerait en tête de son groupe pour ce mondial. Une place en 8ème pour le Maroc. Ça doit être la fête au Maroc, hein, je peux vous le dire. Hein. Oh, bah même ici pour les Marocains. Ah ouais, non, ça y est, là, ils sont ne partis. Bougez pas, on est de retour dans un instant, à tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Maître Maghrebi qui est avec nous, avocate, avec Audrey Pronosti, journaliste, et avec Akli Melouli sur France Maghreb 2. Et vous, chers amis auditeurs, évidemment, 01 40 33 9000 pour intervenir avec nous dans cette émission qui est la vôtre, le Grand Forum. Alors, on va revenir sur cette rencontre au sommet pour Emmanuel Macron. Fil rouge. Fil rouge. Qu'est-ce qui se passe? Alors Le Canada ne revient pas au score, mais marque un premier but. Bon, 2-1, réduction du score. De score, donc le Maroc 2, le Canada 1. Ah bah c'est bien, ils ont mis leur petit but les Canadiens quand même. C'est bien. Merci beaucoup Tarek. Donc 2-1. Mais t'es pour qui, Christophe, là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quoi encore? Je soutiens quel et qui t'a dit c'est bien. Jusqu'à la 90e minute, il faut. Mais c'est bien, ils ont mis leur but de Canada. C'est bien. Bah, attendez. Sans compter le temps additionnel alors. Oui, bah 2-1 pour le Canada, pour le Maroc, toujours en tête, évidemment. Bon. 2-1 pour le Canadien, il a dit. Donc dire, je parlais donc de cette rencontre au sommet. S'il vous plaît. Pour Emmanuel Macron. Il assume pas. Non, il assume pas. Macron et Joe Biden. Le principal sujet de tension. Fil rouge. Fil rouge encore. Fil rouge.
Égalisation. Le même, mais c'est le Marocain qui marque contre son camp. Mais non. Suite à une mésentente dans la défense. Ah, ça, c'est ballot, ça, par contre. Non. Donc, ça fait quoi ça Égalisation. Donc, ça fait 2-2, Tarek. Ça fait 2-1, mais le Maroc aura marqué 3 buts dans Ah, d'accord, mais c'est un ok. but des Marocains. D'accord. Ah, mais ils sont sympas, les Marocains. Ils sont joueurs, au moins. Ils partagent. Ils ont voulu faire plaisir. Ils ont voulu faire plaisir. J'ai pas compris qui a marqué. En fait, c'est un Marocain qui a marqué contre son camp. Et bah donc il devrait être accepté pour. Oui, de quoi ça 2-1. Attends, Audrey, je t'explique. Si tu marques contre contre ton camp, tu mets un but pour à la partie adverse. Tu vois. Et bah qu'est-ce. Donc ça fait 2-1 pour le Maroc. C'est ce que je viens de dire. C'est 2 femmes sur le plateau, je sais pas si je vais assumer là pour le coup. Non, je connais les règles, c'est bon. Ouais. 01 40 33 9000. Tiens, on nous appelle. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit une connerie ou pas? Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Christophe. Oui. Bonjour, Méziane, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Méziane. Bonjour toute l'équipe là de. Je ne connais pas mon nom, Audrey. Oui. Maghreb 2. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Méziane? T'as bu un thé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis bourré? Non, bah, j'espère pas à cette heure-ci au moins. Mais le thé, ça fait rien. C'est pas l'heure. C'est ce que je veux dire là. J'ai pris votre émission en cours, je vois que vous vous marrez bien. Ouais, on essaie. Mais il faudrait quand même essayer de nous parler un petit peu de la politique, de ce qui se passe en Algérie. On n'avance pas. Comment on est bloqué comme ça? Pourquoi vous n'invitez pas des gens, parce que vous appelez France Maghreb, et vous vous occupez beaucoup d'Europe, l'Occident, et le Maghreb très peu. Bah on en traite, hein. Dans France Maghreb, il y a France aussi. Sujets qui sont Non, je voudrais bien que vous invitiez des gens qui sont comme moi. Ouais. Pas moi, moi je suis pas un intellectuel, mais des opposants au pouvoir de ce qui se passe en Algérie. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Méziane, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Non, Méziane voudrait que tu l'invites. Non, mais dis-nous qu'est-ce qui se passe. Pour qu'on leur pose des questions, nous, en tant que citoyens algériens vivant en France, mais quand même algériens, on voudrait leur poser quelques questions. Parce qu'il n'y a aucun débat ni dans la télévision algérienne, ni dans les télévisions. Ah non, c'est pas vrai. Attends, laisse-le parler, c'est important. Mais tu veux parler à qui en fait? Tu veux, vas-y, je voudrais poser des questions. À qui? En disant au pouvoir pourquoi ça va très mal, pourquoi il y a de la misère, pourquoi il y a de la hongra, pourquoi il y a des gens qui quittent le pays et qui meurent en mer, pourquoi tout ça, il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont rien là, fait. si vous leur demandez toutes ces questions en même temps... Akli, est-ce que tu peux lui répondre peut-être? Je sais pas. Non, je sais pas, parce que j'ai pas compris la question. Les gens qui me remercient, c'est pas la faute que de l'Algérie. On en parle quand il y a des trucs. C'est l'accueil, c'est le départ des Africains. Non, mais quand t'écoutes certains Algériens à l'image de Méziane, t'as l'impression que l'Algérie c'est un pays du tiers-monde. Mais ça fait longtemps qu'ils sont pas allés, peut-être, pour ça. Comment ça fait longtemps? Bah j'imagine que ça fait longtemps. Tu nous parles de misère, tu nous parles d'un pays qui va mal. Si les gens meurent en mer, c'est monsieur, moi si je peux me permettre, les gens meurent en mer parce qu'ils ont une fausse image de l'Europe. Ils ont l'impression que c'est mieux ailleurs et ils ont l'impression qu'en se rendant sur le territoire français, italien, espagnol ou autre, ils vont s'enrichir et limite presque ramasser l'argent par terre. Oui, mais c'est un peu la faute des immigrés. Ils ont pas exactement. Merci Christophe. C'est un peu la faute des immigrés. Le responsable n'est pas le pays concerné, donc excusez-moi, mais à mon sens, les responsables ne vont pas être l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Les responsables c'est nous en fait les responsables, c'est-à-dire que lorsqu'on part en vacances ou lorsqu'on se rend dans nos pays d'origine, on donne une image de l'Europe qui est complètement fausse et du coup les gens ils ont l'impression que c'est mieux, ils ont l'impression que c'est mieux, ils ont l'impression que c'est non mais juste je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole, mais je suis désolée. Alors faut savoir, les gens qui meurent en mer, ce ne sont pas tous des réfugiés politiques qui quittent le territoire algérien parce qu'ils demandent l'asile. Et d'ailleurs, il faut savoir faire la distinction. Exactement, parce que les réfugiés, ils arrivent à obtenir le... Zéro. De quoi? Vas-y, Méziane, vas-y, c'est à toi de parler. Qu'est-ce qu'il y a, mon Méziane? Pourquoi il n'y a aucun débat contradictoire? Aucun. Non, c'est pas vrai, monsieur. Pourquoi? Mais où? En Algérie. Mais dans ces cas, mais monsieur. Il se retrouve en prison. Mais monsieur. Il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des citoyens d'associations.
Ils sont en prison aujourd'hui. Mais monsieur, pourquoi vous n'allez pas poser la question directement là-bas? Je pose la question. Parce que si le problème est là-bas, il faudrait leur poser la question à eux. Comment vous voulez que nous, on vous réponde à leur place? Tiens, Méziane, j'ai un truc à te proposer, mon Méziane. Je sais que t'es un auditeur assidu de Vanessa sur Beurre FM. Appelle-la, elle va te répondre. Je te jure qu'elle va te répondre. Elle est pire que vous. Non, arrête, Méziane. Quand elle va là-bas, à Canal Algérie, il ouvre le tapis rouge. Ah bah écoute, chacun son tapis, hein. En tout cas, sachez, si je peux me permettre, pour toutes les personnes qui souffrent de la violation de leur droit à la liberté d'expression, et si elles se sentent en danger dans leur pays d'origine, elles ont droit de demander l'asile, c'est-à-dire que elles peuvent être des... Laissez-moi finir, je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas... Excusez-moi, monsieur, mais je vous ai pas coupé la parole. Et en l'occurrence, c'est pas à vous que je m'adresse aux auditeurs qui sont en train de nous écouter, notamment à l'étranger, et qui souhaiteraient venir en France demander l'asile. Pour demander l'asile et devenir réfugié politique, vous n'avez pas besoin de mettre votre vie en danger, c'est-à-dire de monter dans un bateau et de risquer la mort en pleine mer. Vous essayez de venir sur le territoire français et au moment où vous arrivez, vous demandez l'asile. C'est très simple. Il n'y a pas besoin. Le droit d'asile, c'est pas que pour les pays en guerre, non? Non, c'est dès que ta vie elle est en danger pour des raisons politiques, tu peux demander à bénéficier du statut de réfugié politique. Et le réfugié politique, c'est... Mais s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Nous, on est juste de trucs de... Vous, faut pas... Attends, vas-y, réponds à Méziane, parce que voilà, ton compatriote, Méziane. Moi, je comprends. Son compatriote, il n'y a pas de problème. Fil rouge, peut-être? Non, mais ce que je comprends, c'est que vous demandez pourquoi on n'en parle pas. Je pense qu'il y en a qui en parlent. Là, il y a des sujets. Nous, on n'impose pas les sujets. C'est la radio, donc elle fait des sujets. Fil rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mi-temps ou pas encore? Quelques minutes pour la mi-temps, mais nos amis marocains sont merveilleux aujourd'hui. Ouais. Ils ont mis un troisième but. Ils ont marqué troisième. Qui vient de rentrer. Bravo. Bravo à eux. Troisième but. Bravo. Elle est marocaine. Alors juste... 1, 2, 3. Méziane va être content. Voilà. Ouais. Méziane. Écoutez, il vous faut du pain et des jeux. Vous êtes chez les Romains, là. Bon, Méziane, tu sais quoi, Méziane, je vais te parler comme je te parle. Là, tu m'emmerdes, en fait. Non, mais il faut lui répondre. Parce que soit on discute, on dialogue, soit t'as raison et il n'y a pas de problème. Et tu rappelles, je veux dire, on est là pour dialoguer, Méziane. Non, mais on est là pour dialoguer. Tu travailles à la radio, tu devrais être poli et garder ton sang-froid. Bon, allez, là, je te dis clairement. Au revoir, Méziane, tu m'as saoulé. 01 40 33 9. Moi, j'aime bien qu'on discute, on peut ne pas être d'accord. Mais je t'ai entendu les insultes Ropsis, tout ça. Franchement, non, mais le problème, c'est qu'on a bien compris qu'il était opposant et tout ça. C'est son droit. Mais justement, pour être opposant, il faut débattre, il faut dire de quoi. Et c'est pas la radio de s'inscrire dans l'opposition. Une radio ici, c'est une radio d'information. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais tu peux en débattre. Il faut des arguments. Et on peut pas effectivement reparler de tel et tel. Ça, c'est aussi il y a des trucs de justice qu'il faut saisir. Oui, voilà, les sujets ils tournent. Non, mais là, c'était un peu global sur le truc. Moi, j'ai bien compris qu'il n'était pas d'accord. Fil rouge, stop. Fil rouge, qu'est-ce qui se passe? Mi-temps. On redevient à 2-1. Le but marqué n'est pas validé. Oh, ça y est, on a l'arbitre d'hier, tiens. En même temps, celui-là, il a été annulé avant la fin du match. Oui, ça c'est vrai. Ils sont voir. Bon, 2-1 et toujours 0-0. Exactement. Toujours 0-0 entre le Maroc 2-1. Il reste 1 minute dans le temps supplémentaire. Et puis la meilleure façon de se faire entendre quand on veut débattre, c'est de le faire avec tact et diplomatie. Oui, il a raison. Qu'il y ait des délits d'opinion qu'on doit défendre et tout, c'est normal. Mais en même temps, on ne peut pas amalgamer tout. Il y a tel, il est rentré avec l'avion, il est ceci. Nous, on ne va pas refaire le monde. Tout ça, on le sait tous. La question, c'est comment on avance et comment on évolue. C'est pas en faisant de la bashing que ça avance. Et puis comment on en parle aussi. Je vais poser une vraie question que soulève l'intervention de Méziane. Puisqu'il dit voilà, et il a raison, hein, je veux dire, il y a plein de gens qui prennent la mer et qui décident de prendre la mer. C'est la misère aussi, effectivement, qui conduit, ou aussi il y a une certaine jeunesse aussi qui aspire à peut-être à aller plus dans un pays. C'est une jeunesse qui est dans l'illusion. Il y a des. Pourquoi je pose la question? J'y vais dans les centres de rétention. Moi, baisse pas. C'est les immigrés. Pourquoi? Parce que quand les immigrés vont en vacances en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en faisant des économies toute l'année, avec des belles voitures, avec plein d'argent, alors que quand ils rentrent à Paris, ils mangent des pâtes. Qu'est-ce que tu fais croire à la population de là-bas? Que la France c'est l'Eldorado, que c'est magique, que tu peux y arriver comme ça? Il n'y a pas que les immigrés. Attendez, il n'y a pas qu'au Maghreb, il y a aussi toute l'Afrique, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Non, le problème c'est qu'effectivement, ils pensent, et c'est à juste titre, ils peuvent penser qu'ils ont plus de liberté ici, que ceci, cela. En fait, on ne peut pas faire des caricatures sur les gens qui partent.
pub et on a Nora qui nous attend au 01 40 39 000. Apparemment Biden ça vous intéresse pas, bon pas de problème, c'est vous qui faites le choix. Non mais les auditeurs ils ont envie de parler d'autre chose. On va en parler. Méziane il a mis le feu, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis on suit le match donc 2-1 toujours pour le Maroc qui mène 2-1 face au Canada tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Maître Maghrebi, avec Audrey Pronesti, avec moi, Klim Elouli, qui sont là tous les trois évidemment, et Tarek Pami en fil rouge évidemment pour suivre le match du Maroc et puis aussi l'autre match, on rappelle. Donc là on est à la mi-temps du match entre le Maroc et le Canada qui mène 2-1 alors que dans l'autre match Croatie-Belgique il y a 0-0. Pour l'heure, messieurs dames, mais si on s'arrête là, à la mi-temps, c'est le Maroc qui est en tête du groupe et qui affrontera donc le deuxième du groupe de l'Espagne ou de l'Allemagne. Ce sera peut-être, probablement, si l'Allemagne gagne ce soir, un Maroc-Allemagne en 8e de finale. Ça va être très chaud, les amis. En tout cas, en étant premier, on évite l'Espagne, ce qui est quand même pas plus mal. Tout de suite, on a Nora qui est avec nous au 01 40 39 000. Parce que dans cette émission, c'est ce que j'aime, c'est que tout peut changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que les auditeurs nous appellent, comme Méziane, et qui a le droit, qui est un opposant algérien, qui est venu nous exprimer son hostilité, ou plutôt son interrogation sur le fait qu'on n'invite pas, selon lui, des gens qui répondent pas, ou souhaiteraient en tout cas dialoguer avec des gens de là-bas, pour répondre aux questions des auditrices et des auditeurs ici. Écoutez, si vous avez des doléances, mon cher Méziane, n'hésitez pas à le faire auprès des personnes concernées. Et puis nous, si on a envie d'inviter, on l'a déjà fait, des gens qui soient du pouvoir ou hostiles au pouvoir, on s'interdit rien puisqu'on est une radio et une émission indépendante. Et nous travaillons ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc, ni pour la Tunisie, mais ni contre. Voilà, ni pour mais ni contre. Voilà, on est là pour informer et pour donner la parole à ceux qui nous semblent intéressants. Nora est avec nous. Bonjour Nora. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nora. Bonsoir Nora. À tous vos acolytes, bonsoir. Oui, sacrés acolytes. Donc voilà, je voulais dire bonsoir aussi à Méziane. Oui. Des fois je l'entends, il intervient dans vos émissions et puis dans d'autres radios. Et puis, voilà, je voulais le saluer aussi. On s'aime bien avec Méziane, on se fâche et on s'aime bien en fait. Voilà, c'est un bon camarade. Oui, j'aime beaucoup. Des fois je l'écoute dans une autre radio et puis j'aime bien ses interventions. Et donc, je voulais vous dire aussi par rapport parce que on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens en France. Ah oui, vous croyez? Moi, je comprends pas qu'il y a quand même, il y avait déjà des gens qui galéraient ici, des Soudanais, enfin bon, des gens qui sont quand même. Alors vous les voyez, ils dorment à Port de la Chapelle, dans les parcs, dans les. Très bon rappel. Et il y a même des gens ici qui cherchent des logements depuis des années, on leur donne pas et puis. Ouais, mais ils conduisent pas les mêmes voitures. Ah, moi je comprends pas quoi. Et puis vous comprenez, des gens ils attendent des logements, ça fait plus de 10 ans, etc. Quoi. Et là les Ukrainiens, c'est rien contre. Bon, je sais que il y a quand même il y a des gens ils attendent des logements, on leur donne du travail, des logements. Vous voyez dans le 93, ma soeur m'a dit ils sont venus ici avec des gros cars quoi, des gros cars de touristes quoi. Merci beaucoup Laura pour ce petit rappel en tout cas. Tiens, Maître Maghrebi, par rapport aux Ukrainiens, là, tu trouves que la France en fait trop, que l'Europe en fait trop ou pas en matière d'accueil? Alors que c'est vrai, Laura te dit qu'il y a des Soudanais, il y a des Afghans qui dorment dans la rue, porte de la Chapelle, on les a pas aussi bien traités par exemple? Alors moi j'aime pas comparer, j'aime pas dire parce qu'on fait pas là, il faut pas faire ci ou il faut pas faire ça. La France reste dans son histoire une terre d'asile et une terre d'accueil. Le dispositif juridique qui est mis en place par rapport au droit d'asile est celui d'accueillir les personnes qui sont des réfugiés et qui sont dans un état en guerre. Ils ont respecté à la lettre ce qui est l'essence même du droit d'asile en France à l'égard des Ukrainiens. Il est en guerre. Voilà, parce que c'est un pays... Voilà, exactement. Maintenant, il est dommage qu'il n'applique pas ces règles de la même manière à l'égard de toutes les populations. Mais je pense qu'on avait... Tu dis Nora. Ouais, mais Nora a la raison, mais je pense qu'on avait déjà parlé, puisque notamment pour commenter les réactions qui avaient expliqué que eux nous ressemblaient alors que d'autres nous ressemblaient moins. On a quand même entendu des horreurs sur les plateaux télé sans que ce soit dénoncé. Et je crois que, en fait, l'égalité,
où le droit ne peut pas être à géométrie variable. La démocratie, ce qui la caractérise, c'est le droit. Donc c'est le droit, rien que le droit, tout le droit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens dont on bafoue les droits. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et même quand Méziane parlait, s'il parle effectivement du droit, est-ce qu'il est bafoué? Bien sûr qu'on doit le dénoncer. Si des gens sont privés de leur liberté pour des opinions, bien sûr qu'on doit le dénoncer. La question ne se pose même pas. Donc c'est là où je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut poser des bonnes questions pour avoir les réponses, ou avoir les explications. Sinon, si c'est pour dénoncer, on peut dénoncer. Moi aussi, je peux faire de la dénonciation. Je peux faire l'indigné, mais il faut s'indigner. Mais une fois qu'on s'est indigné, parce que c'est comme ça qu'on réveille les consciences, il faut être dans la proposition et dire de quoi on parle et comment on va faire avancer les choses. Parce que sinon, on a les carottes et les choux et puis on ne sait pas comment on va faire. Exactement. Et en matière juridique, d'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'égalité à proprement parler, telle que les gens la comprennent, n'existe pas. C'est l'égalité, équité qui existe au niveau juridique. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que, au regard des situations égales, on est équitable ou non. C'est pas du tout la même chose. Alors, on va accueillir Nari qui est avec nous. Nari, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zam. Bonsoir, Nari. Vous nous appelez d'où, Nari? Alors, je téléphone de Vaucluse. Du Vaucluse. Oh là là, Vaucluse. Ramenez-nous du soleil, Nari. C'est où ça? C'est Avignon? Avignon, c'est ça? Avignon, la région d'Avignon, oui. Alors, voilà. Marseille, pas loin de Marseille. Ouais. Ils sont à 1 heure de Marseille. Il n'y a pas de soleil. Alors, mon pays. Le monsieur qui parlait de l'Algérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nari? Alors, l'Algérie, c'est vrai que moi, de temps en temps, je vais en Algérie, j'ai de la famille. C'est vrai que les villages sont beaucoup dégradés. Les maires, ils ne font pas grand-chose. Bon, je passe après à autre chose. J'ai envoyé un colis pour 2 petites cousines pour les fêtes d'Alid, l'année passée. Ouais. Ils ne les ont jamais reçus. Ah bon? Alors, j'ai écrit au directeur de la Poste, lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'a pas répondu. La Poste ici en France, elle me complique la vie. Donc, comment ça se fait que le directeur de la Poste ne répond pas? Et pourquoi l'Algérie, on fait que pour les grandes villes et les petits villages? Je ne vais pas passer tout le temps à vous raconter ce que j'ai vu. Franchement, c'est une honte. C'est une honte de laisser les gens dans cet état. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faut que ça soit, pour tout le monde, que ça soit la ville ou le village, tout le monde doit être pareil. Et là, les villages, ils sont abandonnés. Le maire, il ne fait rien. Alors moi, je suis en France, hein. Mais le monsieur qui l'a parlé, il a raison. Il a raison parce que l'Algérie, les gens, ils croient qu'ici, on ramasse l'argent à la pelle. C'est pas vrai. Bah oui. J'ai travaillé toute ma vie et j'habite en HLM. Et enfin, voilà, j'ai une petite retraite de commerçant. Voilà, on vit normalement, on ne veut pas demander la mère. Et de l'autre côté, ils croient que quand ils vont arriver ici, on va tout leur donner. C'est pas vrai. Il faut arrêter que les gens ils viennent et se tuent dans la mer et c'est les parents qui pleurent après. Et regardez la drogue, regardez tout ce qui arrive en France, toutes ces valeurs. Moi, j'aime bien mon passé, mais maintenant, c'est dégueulasse. Franchement, en France aussi, regardez, on a accueilli tous ces gens qui a la guerre là-bas. Et regardez les immigrés qui sont là depuis des années, qui couchent dehors. Moi, j'ai devant chez moi tout le temps des gens qui couchent dehors. Hein? Merci beaucoup, Nalé, en tout cas, pour cette. J'aime beaucoup les témoignages des personnes, d'un certain âge, on va dire, parce que voilà, c'est objectif. C'est objectif, c'est du vécu. On a que 5. On sent la maturité. Ah, on sent le vécu, quoi. Voilà, hein, et on peut que s'incliner, évidemment. Bien entendu. Merci beaucoup, Nali, du côté du Vaucluse, pour écouter France Maghreb 2 là-bas. N'hésitez pas. Qu'est-ce que tu me disais, toi, Marseille, c'est ton pays, c'est ça? Évidemment. Ah bon? Mais tu le sais. Ouais. Tout le monde le sait, tous les auditeurs le savent. Quand on parle de l'Algérie, on parle forcément de Marseille. Et on dit aussi que personne n'est parfait. On dit que c'est la combien de wilayas? 49e wilaya d'Algérie, Marseille. Quand tu parlais de personnes âgées, tu voulais parler du sujet sur Biden, c'est ça, Christophe? Ouais, bah voilà. Non, mais ça serait quand même bien qu'on y... Oui, alors justement, voilà. Réponse rapide, parce que j'aimerais qu'on parle du Téléthon, ma chère Audrey. Est-ce que Biden, est-ce que les États-Unis, est-ce que c'est pour la France, pour l'Europe, est-ce qu'on peut le considérer comme un allié ou est-ce que c'est plus un concurrent?
Selon toi, Maud-Audrey? Moi, je pense que c'est un concurrent qui se donne des allures d'alliés. Des allures d'alliés, exactement. C'est un concurrent qui se donne des allures d'alliés parce que c'est un secret pour personne. Les États-Unis ne se sont impliqués dans des guerres ou dans des conflits que lorsque leurs propres intérêts étaient concernés. Donc là, si je vais faire court, je vais donner la parole à mon acolyte Akli. Franchement, je pense que la France fait office de bouclier là pour l'Ukraine et que ce ne sont que des belles paroles. C'est opposer l'Occident à l'Orient. Il y a toujours un méchant et un gentil. Et là pour le coup, je pense que les Américains ne sont pas les alliés des Français. Loin de là. Alors, tu disais les deux, toi, Akli, aussi? Moi, les deux, mon général, parce que comme on est aux États-Unis, il vaut mieux parler de dire mon général. Mais en fait, les Américains, il faut quand même savoir, la doctrine des Américains, c'est business first. Donc les Américains, en fait, il ne faut pas être dupes, les États-Unis, ils n'ont jamais caché effectivement leur volonté d'être les premiers de dominer les autres puissances par le biais de l'économique. Ça, c'est un élément important. Et donc, effectivement, ça s'illustre ça, et donc il ne faut pas, nous, la France, on ne doit pas attendre de cadeaux de leur part. Après, il y a effectivement le fait qu'on a des choses en commun, l'histoire de nos deux pays, etc., que ça peut être des alliés. Mais en géopolitique, vous savez, on est des alliés de circonstances en géopolitique. Un jour on est alliés, un jour on est concurrents. Les Américains s'allient avec tout le monde quand c'est leur intérêt. La question aujourd'hui, c'est de savoir si la France, d'être alignée comme ça sur les Américains de façon unilatérale, ça peut lui apporter des choses ou pas. La France doit être la France dans ce genre. Et on l'a bien vu, quand on veut la paix, on y travaille avant. Avec la Russie, on aurait dû travailler beaucoup avant. Les Américains, eux, sont le truc. Donc, mais ça vaut aussi pour les États-Unis, mais ça vaut pour toutes les autres grosses puissances. Je crois qu'à un moment donné, quand on est... Et on doit être effectivement... dans des cercles vertueux. Il faut qu'on arrive que pour les deux pays, et pas seulement pour une ou l'autre des parties, il faut que ce soit vertueux et que ça profite à tous les peuples. Aujourd'hui, par exemple, si on prenait ce qui se passe dans la guerre Russie-Ukraine, eh bien, on sait par exemple qu'effectivement, la France ne produit pas de pétrole, pas de gaz, donc là, sur les marchés, on peut avoir une lecture rapide. La France n'est pas un gros producteur d'armes, enfin, pas aussi gros que les États-Unis, donc là aussi, quand on dit il faut accélérer les choses, et puis les contrats qui se font et la reconstruction. À un moment donné, quand effectivement les gens vont voir, parce que c'est aussi ça la géopolitique, les gens nous écoutent, nous on est beaucoup axés sur les valeurs, il faudra être axés sur les valeurs, mais aujourd'hui ces pays-là ne sont pas là-dessus, ils sont sur leurs intérêts particuliers. Si dans leurs intérêts particuliers, on a un jeu, on est un pion, ça ira, sinon effectivement on sera concurrent et défoncé. Donc en fait, c'est un jour là, un jour l'autre, et ça dépendra effectivement des circonstances. On le voit bien, on parlait par exemple de l'Algérie. L'Algérie va être un allié pour les uns, un ennemi pour les autres, en fonction des intérêts particuliers dans les territoires, en fonction de la géopolitique, en fonction du domaine sur lequel on va se placer. Et un jour, ils seront mis sur le bord d'un truc. On parlait tout à l'heure au début du Qatar. Le Qatar, il est quand même bien implanté en France, donc c'est après, dans les clubs, dans les ceci, il investit. Donc quand il investit, il est bienvenu. Et au niveau économique... Quand il investit, il est bienvenu. Par contre, on va le décrier. Donc, vous voyez, on est bien. Vous voyez, c'est pas aussi, il faut pas être schizophrène. C'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est la même chose au niveau américain, parce que quand on voit au niveau économique la France, à quel point elle est bien implantée dans l'économie américaine, parce que lorsque on a militaire, on a mais là au niveau économique déjà uniquement quand on se balade dans les rues de New York, on se rend compte que la France est partout, c'est implanté là-bas, mais c'est un truc qui m'avait frappé. Et quand tu es moi ça m'avait marqué. Oui, les entreprises, exactement. Mais même la culture, la culture dans la nourriture, dans énormément de choses. Mais alors la pâtisserie, alors on n'a peut-être pas été dans les mêmes endroits, mais crois-moi que la nourriture française, les pâtisseries françaises sont, alors les pâtisseries, la nourriture française est implantée là-bas, les entreprises françaises sont implantées là-bas, le vin français est là-bas, les grandes marques de luxe sont implantées là-bas, et quand tu te balades dans les rues de Paris, c'est exactement la même chose pour les marques américaines. Tu les retrouves énormément en France. Donc il y a des intérêts économiques. Il y a des intérêts économiques. L'impérialisme américain est beaucoup plus développé. Alors je voulais juste rajouter en France, mais quand tu es là-bas, honnêtement, tu sens
la France. Ah bon? Surtout sur la ville de New York. Je dis pas sur les autres. Mais moi personnellement, je peux te dire que j'étais choquée. Tu sais pourquoi? Parce que les Américains adorent les Français, tout simplement. Maintenant, je veux juste rajouter une petite chose par rapport à ce qu'a dit Akli. Oui, effectivement, les Américains aiment se positionner par rapport à leurs intérêts, mais surtout, c'est que dans l'inconscient collectif, beaucoup de Français ont la sensation de leur devoir quelque chose, parce qu'il y a eu et la Première Guerre et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, souvent, les Américains remettent ça sur le tapis, parce qu'ils auraient tort de pas le faire, mais... Raison, dans l'inconscient collectif. Ouais, c'est dans l'inconscient, parce qu'Audrey, il faut savoir qu'en 40, que De Gaulle avait demandé, parce que ça fait 5-6 ans que De Gaulle demandait aux Américains de venir l'aider, ce qu'il n'avait pas fait. Et quand les Russes qui ont donné 14 millions de morts, comme il faut le rappeler, pendant la guerre les Russes, c'est 14 millions de morts. Quand les Russes sont arrivés à Berlin, et que l'armée allemande était en débandade, les Américains ont fait le débarquement. Donc il faut aussi, et on est étonné, les Russes n'ont jamais été invités dans les commémorations. Et donc il y a effectivement une lecture de l'histoire. Oui, non mais il y a une lecture de l'histoire qui est tronquée, et souvent c'est ceux qui font l'histoire, c'est ceux qui tiennent les trucs. Donc en fait, en réalité, si on avait, donc il faudrait redire les choses. Et moi je le dis, il faudrait que la France ne soit surtout pas la marionnette des Américains, parce qu'aujourd'hui l'Europe, effectivement, elle est entravée aussi par les Américains dans son développement. C'est pour ça que les gens parlent d'Europe économique. Elle est entravée parce qu'ils ne veulent pas d'une autre puissance à côté d'eux. Aujourd'hui, avec la Chine, avec la Russie, on voit bien que se joue le poids des puissances d'être le numéro 1 mondial, de ne pas avoir de concurrence. Ça fait combien de temps que tu as été à New York, Besma? Ça fait 1 an. 1 an? Oui. Ah ouais. Mais attends, mais il y a Akli qui est en train de nous dire des choses extrêmement intéressantes, et là tu... Non, mais attends, parce que ça m'avait échappé quand même. Mais le fait que tu puisses on en reparlera tu puisses trouver une odeur de France à New York, ça remonte, j'ai rien compris. C'est vrai que les Américains adorent les Français. Ah non, mais moi c'est quelque chose qui m'a frappé. Surtout la côte est. Enfin, honnêtement, j'ai été très surprise, parce que justement pour moi, les Américains, c'était un petit peu le complexe de supériorité, la grande puissance mondiale qui était imprégnée partout, mais en réalité, quand tu es chez eux, à New York, la grande puissance mondiale elle s'implante partout dans le monde. Parce que si jamais le deal international ne se faisait pas en dollars, ils ne gagneraient pas d'argent, ils seraient très vite en crise. Donc effectivement, ils ont instauré un certain nombre de systèmes qui leur permettent, d'ailleurs, et même ils ont même empêché la France de créer un géant de l'énergie, parce qu'en fait en Europe, on aurait pu créer un géant de l'énergie au lieu d'être repris par General Electric quand la France a vendu Siemens et tout ça. On aurait pu le faire avec les Allemands, on aurait pu le faire avec d'autres, avec les on aurait pu créer un géant d'énergie. Mais justement, aujourd'hui, l'énergie, il faut qu'elle soit maîtrisée. Si vous maîtrisez l'énergie, vous êtes une super puissance. C'est une radio. Voilà. Évidemment, créée en 1981. Alors, Bachir est avec nous. Bachir, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Bon, il s'est barré. 01 40 33 9000, les amis, bienvenue à vous. Dans un instant, on va plutôt demander à Besma Maghrebi, ici présente. Non mais attends, il faut que tu m'expliques que t'as été à New York, toi. Il est perturbé, je l'ai vu. Sans déconner. C'est moi qui l'a fait. Maître Maghrebi, je vais pas vous cacher, c'est une amie, tu vois, donc je suis au courant de tout ce qu'elle fait. Elle est partie à New York, j'ai jamais su. Il est jaloux. Non mais c'est un truc de fou quand même, tu vois. Il est vexé. Ah non, là je suis vexé, ouais. T'as remarqué que j'ai pas osé parler de pas dire que j'avais été à New York, parce que t'aurais pu être encore plus jaloux en pensant que j'étais parti avec Besma à New York. J'ai pas voulu créer. Voilà, on aurait pu. Je suis parti plaider un dossier. Je suis parti plaider un dossier. Attends, il fait sa victime et lui aussi. Non mais attends, Akli, ça me dérange pas que ça parte à New York, c'est pas un problème. Non, Akli, c'est pas grave, mais Maître Maghrebi qui part à New York, ça part à New York, ça m'a choqué. J'avais un dossier à plaider. Mais tu l'as plaidé dans quelle langue? Et si on va à Tunis? Est-ce qu'en Tunis ça choque? En français ou en anglais? Eh ben écoute, tu sais, tu vas être surpris, mais je me suis découvert des talents en anglais. Moi qui pensais que je maîtrisais pas cette langue, finalement je suis excellente dans le jargon juridique anglais. Ah ouais? Bah tu vois comme quoi. Hein, Christophe, t'en apprends. Je suis capable de plaider en anglais. Cette fille est un mystère, je vous le dis. Bon, restez avec nous. Dans un instant, pourquoi il faut participer au Téléthon 2022, édition 2022? Voilà une question intéressante. Eh ben, tu vas tenter d'y répondre dans un instant, mais tu pourras plaider en français. Ah oui, ça sera en français. Et un peu en arabe si tu veux. Bon, merci de rester avec nous. Pour l'instant, toujours, ça n'a pas bougé sur le terrain du footballistique où Tarek Mami suit pour nous le match Maroc-Canada. Le match est toujours à 2-1 pour le Maroc et 0-0 dans l'autre match entre la Croatie et la Belgique. Pour l'heure, et donc, le Maroc est en tête de son groupe avec 6 points devant la Croatie. 5 points tout de suite. 5 points tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Le LGF, merci d'être avec nous en direct. En ce 1er décembre, vous êtes bien en direct avec Maître Maghrebi, avocate au barreau de Paris et de Marseille. Il faut le préciser. Et de New York. De préciser et de New York Marseille. aussi. Non, je ne suis pas avocate à New York, mais je suis inscrite au barreau de Paris et de Marseille. Et elle a plaidé à New York en anglais en plus. Alors, voilà, je n'étais pas au courant. Hakim Elouli, adjoint au maire de Bonneuil, Audrey Pronesti, journaliste qui est avec nous, et Tarek Mami, toujours en fil rouge pour le match qui a lieu en ce moment pour l'équipe du Maroc qui mène 2-1, toujours. Alors, si des fois j'ai l'air un peu absurde, Christophe, c'est parce que je regarde le match du Maroc en même temps de l'autre côté. Ouais. Donc je jette toujours un petit coup d'œil. Et tu sais que dès le premier match, j'avais vu, quand même, j'avais dit à Adil à l'époque que le Maroc c'était solide. Et il pensait que je me moquais d'eux quand on est algérien, quand on parle de nos amis marocains. Non, c'est de l'humour. Il pensait que je se moque. Mais c'est vrai que le Maroc était solide. Et il découvre que je trouve qu'ils sont solides. Et j'avais dit, s'ils s'enflamment pas, le danger, je te l'avais dit, et s'ils prennent pas le bourrichon, et qui s'enflamment pas, ils peuvent faire quelque chose parce que ils sont solides derrière. Et je trouve que je voudrais d'abord saluer aussi l'entraîneur Regragui qui est en train de faire un super boulot. Oui, qui a pris l'équipe en route il y a pas longtemps. Voilà. Et souvent on pense que les entraîneurs africains, d'ailleurs les équipes africaines qui marchent bien ont des entraîneurs africains. Donc c'est aussi pour l'Afrique, c'est bien. Ça montre qu'effectivement on est en train de monter en puissance. Et je salue le travail que Regragui a fait parce que si cette équipe du Maroc est en place, parce que les joueurs n'ont pas changé et qu'elle joue et qu'il a réintégré Ziyech d'ailleurs, qui le lui rend bien là sur les matchs, eh bien je trouve qu'on le doit aussi à Regragui, et donc je voudrais donner un coup de chapeau à Regragui pour le travail qu'il a fait avec l'équipe du Maroc. Bravo Regragui. Ouais, merci Akli. C'est vrai que c'est une bonne réflexion ce que tu viens de faire, et parce qu'on a eu trop longtemps des équipes africaines qui étaient entraînées par des Européens ou des entraîneurs étrangers, et pour le coup ça fait du bien, comme l'Algérie de voir Belmadi, comme la Tunisie aussi d'avoir un entraîneur tunisien, comme un entraîneur du côté du marocain. Donc ça fait du bien. Voilà. Et du côté du Sénégal aussi. Du Sénégal, et maintenant le Cameroun. Absolument. Et Sénégal d'ailleurs, Monsieur Cissé, qui est un enfant de France d'ailleurs aussi. De Champigny, mais Regragui aussi. Ouais. Ils sont tous, ils sont tous été élevés, tout le monde les connaît. Et c'est ça la réussite franco-maghrébine. En plus, Belmadi et l'entraîneur et Aliou Cissé sont du Bois-l'Abbé tous les deux, de Champigny-Chenevière. Un de Champigny-Chenevière, mais le Bois-l'Abbé il est sur les deux villes. Belmadi aussi de Champigny d'ailleurs. Oui, ils sont du même quartier, du Bois-l'Abbé. Un du côté Chenevière, un du côté Champigny. Ouais, par contre, hier, votre Marseillais, la Gendouzi, franchement, c'est une escroquerie, l'équipe de France. Ah, l'OM, c'est pas une escroquerie. Tu sais, par rapport à tout ce que vous dites concernant Marseille depuis tout à l'heure, la seule chose que j'aurais à répondre, c'est que le silence, c'est une marque de mépris. Allez, oui, et moi j'allais plutôt dire que c'était une marque de répartie. Au moins un. J'allais dire que c'est un manque de répartie, le silence. Alors ma chère Besma, soyons sérieux. Alors je t'explique, mais on est deux contre toi aujourd'hui. Soyons sérieux. On va parler de choses sérieuses. Tu soutiens l'OM ? Ma chère Besma, pourquoi il faut faire le 36-37 ce week-end, ou peut-être participer à des événements en lien avec le Téléthon? Ça démarre demain soir, Besma, et je sais que ça te tient à cœur. Ah oui, ça me tient à cœur. Comme le fait d'aller à New York et de ne pas dire à son frère. Et c'est notamment la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est pour parler du Téléthon, parce que depuis presque 5 ans maintenant, tu me donnes l'honneur et le privilège de pouvoir venir parler du Téléthon et soutenir cette cause. Et je vous invite tous à soutenir cette cause en composant le 36-37 et en faisant des dons pour aider à financer la recherche. Parce que le Téléthon, donc ça a été créé la première fois en 1987, si je ne me trompe pas. Et c'était le 4 décembre, la première fois que ça avait été diffusé. Ça a été créé par l'association qui lutte contre la myopathie. Et c'est une maladie rare. Donc je vais peut-être faire un petit point sur les maladies rares. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maladie rare, c'est une maladie qui va toucher une personne sur 2000. On a environ, donc ça veut dire que sur toute la France, il y a moins de 30 000 personnes qui sont atteintes d'une maladie rare donnée. Mais en termes de chiffres, quand on sait qu'on a plus de 5000 maladies rares qui sont répertoriées, ça fait une personne sur 15 qui est atteinte d'une maladie rare. Donc ça signifie que dans une pièce, lorsque vous mettez 15 personnes, il y en a une qui a une maladie rare. La maladie rare, le problème et la difficulté qu'on a dans la société où on se trouve en ce moment, c'est que souvent, on n'a pas de traitement, on n'a pas de recherches qui sont faites. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la maladie orpheline. On dit maladie orpheline parce que c'est une maladie qui est orpheline de traitement. Et pour pouvoir faire en sorte que certaines personnes puissent bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge digne de ce nom, il faut de la recherche. Et pour la recherche, il faut de l'argent. Et il faut aider les industries pharmaceutiques et les laboratoires à effectuer des recherches parce que eux, et vous le savez, je pense que personne ne me contredira sur ce point, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et quand il n'y a pas d'argent, on ne fait pas de recherche parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement.
Donc, le Téléthon a été créé pour récolter de l'argent et aider au financement et faire en sorte que ces laboratoires daignent regarder ces petites maladies qui, pour certaines maladies qui sont rares aujourd'hui, peuvent demain devenir des maladies fréquentes. Je prends l'exemple, par exemple, du sida, qui à l'époque était une maladie extrêmement rare, qui touchait que quelques personnes, qui est devenue par la suite une maladie fréquente. Donc, ce qui est rare aujourd'hui peut devenir fréquent demain, et ce qui est rare aujourd'hui, et la recherche qu'on fait pour une maladie rare aujourd'hui peut aider à trouver des traitements pour des maladies qui sont fréquentes. Et pour répondre à ta question de pourquoi donner et pourquoi composer le 36-37, au-delà du fait d'aider au financement de la recherche, parce que ça on vous le rabâche depuis 1987, je vais juste vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez comprendre quelle est la gravité de la situation pour ces personnes qui souffrent de maladies rares. Et souvent on est égoïste, on pense qu'à nous et on pense pas à ces personnes-là. Je vais pas vous raconter une histoire d'un enfant qui est malade et qui est dans son lit de mort, etc. Je vais pas partir sur ça, parce que ça, comme je vous dis, c'est de ce dont on vous parle pendant plus de 48 heures tous les week-ends, tous les premiers week-ends de décembre. Moi je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. À savoir qu'un jour, comme vous le savez, je suis avocate, je reçois une personne qui vient à mon cabinet. Docteur en droit de la santé. Exactement, docteur en droit de la santé, et qui a fait sa thèse sur le statut juridique du patient atteint de maladies rares. Donc je connais un petit peu le problème juridique, les problèmes juridiques que peuvent rencontrer ces personnes. Je reçois à mon cabinet une maman, et je pense qu'il y a énormément de mamans qui nous écoutent aujourd'hui, qui vient avec le visage totalement figé, sans expression ni rien, et qui me dit voilà, j'ai mon bébé d'1 mois qui m'a été arraché par la police et qui a été placé dans une famille d'accueil. Et là, je regarde, je fais pardon, mais c'est arrivé quand? Elle me dit, bah écoutez, c'est arrivé il y a 2 semaines. Cette maman ne pleurait pas, ne souriait pas, et elle me disait ça sur un ton qui était assez c'était glacial. Hein. Je me disais, bon, c'est bizarre, moi je peux comprendre qu'on lui enlève son bébé si elle n'est pas en train de pleurer et qu'elle montre aucune émotion. Et elle m'explique comment c'est passé. Elle me dit, voilà, j'ai été hospitalisée. Pendant l'hospitalisation, on m'a surveillée. Les médecins ont considéré que j'étais pas apte à m'occuper de mon enfant. Donc ils ont envoyé un signalement, et au moment où je rentre chez moi, la police vient chez moi et m'arrache mon bébé que j'ai allaité. Et là, donc ça faisait 10 minutes que je l'avais en face de moi au cabinet. Je lui dis, excusez-moi, madame, je vais me permettre une question qui est peut-être un peu déplacée, mais à mon sens, elle est importante. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez une maladie? Et là, elle me dit oui. Et donc, elle m'explique qu'elle est atteinte d'une maladie rare qui l'empêche d'exprimer ses émotions. Sa maladie rare, c'est une maladie orpheline dont elle n'a pas de traitement. Et c'est une maladie qui n'est pas connue, parce que qui dit maladie rare dit maladie peu connue. Et quand on ne fait pas de recherche, elle est quasiment même inconnue du corps médical. Donc c'est une dame qui s'est retrouvée à avoir un bébé, qui était dans l'incapacité de pouvoir montrer ses émotions, qui a été hospitalisée, donc qui a été entourée par une équipe médicale, qui sont censés être des professionnels de la santé, qui n'ont pas compris quelle était la maladie dont elle souffrait, et qui ont considéré que c'était une mère qui était incompétente et qui n'était pas en mesure de pouvoir s'occuper de son enfant. Ils ont fait un signalement, et donc le bébé a été arraché à la maman, alors qu'en réalité, c'était pas une maman qui était maltraitante, c'était juste une maman qui souffrait d'une maladie rare et qui n'était pas en capacité de pouvoir montrer ses émotions. Et donc, on a saisi le juge pour enfants en urgence, et elle a récupéré son bébé très vite, puisque le juge, ça fait 12 ans que j'exerce et c'est la première fois que ça arrive sur toutes les audiences que j'ai faites, le juge a ordonné la remise immédiate de l'enfant à sa maman, lorsqu'il a compris qu'en réalité, les médecins avaient commis une erreur, que cette dame n'était pas du tout maltraitante, que c'était juste qu'elle avait une maladie et qu'elle était en capacité de pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc, donner... En composant le 36-37, faire un don, c'est pas seulement aider au financement de la recherche, c'est faire en sorte que les maladies rares soient connues, c'est faire en sorte que le message circule, c'est faire en sorte d'éviter que ce genre de situation ne se renouvelle à nouveau. Parce que là, je vous ai donné un petit exemple d'une maman que j'ai reçue à mon cabinet, mais il y en a plein des enfants qui sont arrachés à leurs parents parce qu'on a des suspicions de maltraitance, alors qu'en réalité, on n'est pas face à de la maltraitance, on est face à une équipe médicale qui est juste incompétente et qui n'est pas capable de penser maladie rare, qui n'est pas capable de penser maladie orpheline, qui n'est pas capable de penser recherche et qui préfère placer plutôt que d'être confronté face à son manque de connaissances scientifiques. Donc c'est extrêmement important. Donc pour toutes ces personnes-là, il faut faire des dons. Donc je vous le dis et je vous le redis encore cette année, 36, 37, même 1 euro, même 2 euros, vous donnez ce que vous voulez, mais au moins ça permettra à faire propager l'information, parlez-en autour de vous et faites en sorte qu'il y ait moins d'enfants qui soient arrachés à leurs parents et qui se retrouvent dans des situations comme celle-là. Terrible. Oui, terrible. Ouais. Et puis si on n'a pas d'argent, il y a un autre truc aussi, parce que je sais qu'il y a plein d'activités. On peut vendre des gâteaux, on peut assister à des stands, on peut faire énormément de choses. Énormément. Ouais. Juste un petit... Oui, Akli.
peut-être un avantage, ou Audrey, si elle veut, mais juste un petit mot, effectivement, il faut donner, et il faut, c'est pareil. Ça marche très bien, le Téléthon. Ça marche très bien, et dans le Téléthon, marche bien. Sauf qu'effectivement, pour financer ce qu'elle a dit, les maladies rares, parce qu'il y en a de plus en plus, mais aussi ça permet de financer la recherche, mais la recherche ne doit pas reposer sur les dons, sur la charité, sur des gens. Il y a l'État qui doit prendre ses responsabilités. Et en matière de recherche, il y a besoin de moyens, et on a pris beaucoup de retard. On l'a d'ailleurs vu pour le Covid, sur le vaccin. On a été incapable de réagir. Et je crois que depuis longtemps, les budgets de la recherche baissent. Donc effectivement, il faut donner, mais il faut que l'État aussi n'oublie pas que la recherche, c'est ce qui va nous définir l'avenir. C'est-à-dire que si on veut avoir un avenir, la recherche va nous permettre d'avancer. On le voit bien, il y a beaucoup de brevets qui vont se finaliser aux États-Unis parce qu'en France, on n'arrive pas, on met des moyens, on n'arrive pas à garder effectivement. La France ne met pas les moyens. Voilà. De toute façon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Téléthon, c'est 3% de la recherche. Oui, alors que nous sommes, uniquement. Oui, mais alors que nous sommes les plus prolifiques en matière de recherche. Parce que souvent, les brevets qui sont déposés à l'étranger sont déposés par des Français. Exactement. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'effectivement, on revienne sur la recherche. Les budgets baissent régulièrement sur la recherche, les crédits baissent. Et effectivement, le Téléthon ne doit pas être seulement supporté, le travail sur la recherche sur les maladies rares ne doit pas être seulement supporté par les dons. C'est aléatoire, parce que si un jour les gens veulent plus donner, on pourra le truc. Mais effectivement, il faut surtout que l'État... Voilà, il faut que l'État mette les moyens, et la recherche, c'est ce qui va nous aider, et c'est ce qui définit une société. C'est-à-dire qu'une société où il n'y a plus de recherche, où on ne planticipe plus sur l'avenir, eh bien c'est une société qui est malade. Et l'État peut justifier d'ailleurs ses investissements en matière de recherche dans le domaine de la santé par l'obligation qui pèse sur ses épaules au niveau de notre droit, au niveau de la Constitution, parce que on a une obligation qui est quand même une obligation constitutionnelle qui pèse sur les épaules de l'État, à savoir le droit à la protection de la santé collective. Ça pèse sur les épaules de l'État. Donc l'État se doit et est dans l'obligation de protéger la santé collective. C'est ce qui caractérise la France, mais ce qui n'est pas tout le cas de tous les pays. Donc, quand on veut comparer la France avec d'autres pays, il faudrait regarder que la France est... Parce que le pilier de la France, c'est la solidarité. Quand on lit au fronton liberté, égalité, fraternité, ça veut dire solidarité, la bienveillance des uns à l'égard des autres, c'est la fraternité. Donc voilà, ça c'est important. Pourquoi il faut faire 36-37, Audrey? Bien évidemment, je pense que le témoignage de Besma ainsi que celui d'Akli, mais encore plus celui de Besma, est important. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à oublier que le malade... que le malade, des fois, ça se voit pas sur sa gueule, en fait. Ça se voit pas sur son visage, et surtout, faut se mettre aussi à la place du malade qui, en fait, se sent complètement impuissant parce que face à lui, il a des médecins qui sont incompétents. Et incompétent, c'est pas un gros mot. Hein. Exactement. C'est une réalité, tout simplement. Ils sont démunis. Mais alors, imaginez les malades. Alors là, l'histoire de cette jeune femme, elle est dramatique. J'imagine qu'il doit y en avoir plein d'autres. Et il y en a plein. Et moi... Je sais que j'ai dans mon entourage quelqu'un qui souffre d'une maladie orpheline, et alors ça a été... C'est une personne sur 15. On a tous autour de nous des personnes qui sont atteintes de maladies rares. Et en plus, c'est ce que j'allais dire, et en plus, personne n'est à l'abri de souffrir demain d'une maladie rare quand on sait que quasiment 80% des maladies rares sont des maladies génétiques. Donc aujourd'hui, vous êtes bien portant, demain peut-être que vous ne le serez pas. Aujourd'hui, vous avez des enfants sains, peut-être que demain ils ne le seront pas. Donc vraiment, la maladie, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde et n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, à n'importe quel stade de sa vie. La maladie, c'est comme les libertés. On pense toujours que ça arrive aux autres, ou quand on défend celles des autres, on défend les siennes. Exactement. Donc en défendant, tu as raison, c'est important de défendre notre système de santé. On a en France un système de santé qui commence à être défaillant, mais qui reste quand même un des plus performants, y compris dans le monde. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise. Et il faut garder ce qui est bien, le défaire toujours ce qui est bien, de garder ce qui est amplifié. D'ailleurs, on va en parler après avec leur réintégration, mais on a un système de santé qui a été défaillant parce qu'on a pendant longtemps supprimé des lits. On l'a vu d'ailleurs avec la crise Covid. Absolument. Donc il faut... La santé, c'est quand même c'est le capital. C'est le bien le plus précieux que nous ayons. C'est le capital d'un être humain, et tout le reste va avec. Il y a très peu de temps, je discutais avec... avec qui tu discutais? Avec mon épicier, quelqu'un qui a énormément de sagesse, et qui m'a dit, sans santé, on n'a pas de valeur. Et c'est la vérité. Allez, puisque Akli insiste, on y va pour la battle. Non, c'est pas ça, c'est la battle, elle est là. Jingle, quand même, n'importe quoi dans cette émission. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet!
Et la grande question, et je crois même que le président de la République, Emmanuel Macron, y était favorable, et puis il ne l'est plus d'un coup, à savoir, faut-il réintégrer? On sait que le monde hospitalier connaît un manque de personnel criant, une crise sans précédent. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que les médecins sont en grève pour beaucoup, parce qu'ils voudraient une consultation à 50 balles. 50 € la consultation. Aujourd'hui, c'est à 25. Est-ce que vous soutenez le mouvement de grève des médecins, là, Besma? Tu soutiens? Non, moi non. Non. Pourquoi? Parce que je considère que, vu l'inflation dans laquelle on se trouve en ce moment, passer d'une consultation à 25 €, de 25 € à 50 €, c'est énorme. Les gens ne seront pas en capacité de pouvoir suivre, parce que là, ça va supposer que tu augmentes le tiers payant. Ouais. Oui, bah oui. Tu vas l'augmenter jusqu'à combien et comment? Alors, pourquoi je suis pour? Moi, j'ai un exemple très Mais par contre, excuse-moi, juste pour finir. Par contre, moi, je suis pour qu'on baisse les charges des médecins. Parce que si on diminuait les charges des médecins, peut-être qu'ils ne se sentiraient pas aujourd'hui dans l'obligation de demander une hausse de la consultation. C'est-à-dire que quand il encaisse 25, si on ne lui prend pas 15, et qu'on lui laisse 15 et qu'on lui prenne que 10, et peut-être que ça se passerait bien. Audrey, pourquoi t'es pour? Concrètement, moi j'ai un exemple très précis. Mon médecin traitant a dû récupérer la patientèle de 2 de ses collègues qui n'ont pas été remplacés. Ça veut dire qu'il a triplé sa patientèle. Et je peux vous dire que quand on arrive le matin, on termine le soir, il est sur les rotules. Je peux comprendre, sincèrement, et j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui sont dans le milieu médical. Sincèrement, je peux comprendre qu'à un moment donné, ils veuillent une revalorisation de leur honoraire. Moi, ça me choque pas, clairement. Après, dans la mesure où, effectivement, la prise en charge est proportionnelle. Bien sûr, proportionnelle. Même si elle est proportionnelle, Christophe, la prise en charge, ça veut dire que ça va être nos impôts aussi qui vont faire la prise en charge proportionnelle. C'est ça, non mais c'est ça, surtout. À un moment donné, c'est pour ça que je dis ça. Mais après, ils ont beaucoup de travail. Le problème qu'on a, c'est le désert médical, c'est le manque de médecins, c'est le manque de formation. Si moi je devais investir, j'investirais dans la formation des médecins et non pas dans l'augmentation, parce que déjà les spécialistes, ils ont déjà leur argent. Donc il faut faire attention, parce que souvent, quand on est dans le bon sentiment supplément d'âme, c'est vrai que ça nous glorifie de dire ah oui, il faut les passer à 50. Mais quand vous allez voir un spécialiste, quand vous allez à l'hôpital, et vous allez voir combien ça coûte. Et une famille qui a 6 enfants, dont les parents sont au SMIC, ce qui est quand même la réalité dans nos territoires, et c'est pas possible. Donc ils soignent plus leurs enfants, même en ayant que le tiers, parce que des fois ils n'ont pas de mutuelle. C'est ceux qui n'ont pas de mutuelle parce qu'ils peuvent pas la payer, parce que c'est très cher maintenant. Et donc en fait, le tiers payant. Et là, ça sera augmenter les impôts derrière. Et c'est pas tenable parce que ça sera pas tenable parce que les personnes qui ne pourront pas payer une consultation à 50 €, soit vont se retrouver dans une situation d'une violation de leur droit à l'accès aux soins, parce qu'elles auront plus d'accès aux soins, en tout cas aux généralistes, ou sinon ça va surcharger les urgences qui sont déjà dans une situation dramatique, parce que celui qui n'aura pas les moyens de payer son médecin traitant, il va faire quoi? Pour se faire soigner, il va aller au service des urgences. Et déjà que les urgences, c'est dramatique. Là, pour le coup... je veux juste rajouter ça. Avant de rajouter, je voudrais que tu me dises pourquoi il faut réintégrer les soignants qui sont non vaccinés. Alors, je vais te répondre, mais juste qu'il faut quand même savoir qu'il y a certains médecins qui ne se font pas payer. Il faut le savoir. Comment ça, il ne faut pas payer? Ils ne se font pas payer. Oui, ça c'est vrai aussi. Ils se font payer en nature, on leur apporte des gâteaux. En nature? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, moi j'ai des exemples dans ma famille, ils leur apportent des gâteaux, des fruits. Mais la carte vitale, avec la carte vitale, ils se font rembourser par la sécurité sociale. C'est le tiers. Mais ça, ils se font payer. Audrey, elle a complètement raison. Je salue mon docteur à moi. Ils se font payer. Quand le médecin prend la carte vitale et qu'il met la carte vitale, il se fait payer par la sécurité sociale. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas ou qui ont la CMU et qui ne sont pas dans la capacité de payer. Et quand c'est comme ça, on va pas dire... On a encore des médecins bienveillants. Il y a des médecins qui ne prennent pas les gens de la CMU. C'est aussi ça, il y a des bienveillants. Discrimination. En fait, on a les deux. Discrimination dans l'accès aux soins. C'est une discrimination. D'ailleurs, j'en profite pour le dire aux auditeurs. Si un médecin ou un dentiste refuse de vous prendre en charge parce que vous êtes bénéficiaire de la CMU, de l'AME ou de la CMUC, c'est une discrimination dans votre droit à l'accès aux soins. Vous devez le dénoncer à la sécurité sociale, c'est illégal. Dénoncez-le. Il nous reste 3 minutes. Alors, pourquoi on les réintègre les soignants? Moi, je vais te dire. Attends, laisse Audrey d'abord. Moi, elle n'a pas beaucoup parlé. Non, mais je vais être très direct. Moi, je pense que les personnels soignants ont tout à fait le droit de choisir de se soigner ou pas. On les a mis à l'écart de leur métier qu'ils aiment. Et malheureusement, ils sont handicapés. Moi, je dis ça handicapés parce qu'ils ont décidé de ne pas... Ça sent le fil rouge, là.
Non, mais je termine juste sur le fait que ce sont quand même des gens. Ce sont des gens qui travaillent dans le corps médical et ils savent à quoi s'attendre. Football. Place au football. Qu'est-ce qui se passe, Tarek? C'est en Croatie-Belgique. Son but de marquer. Là, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, je vous ai laissé tranquille, mais il y a une grosse pression canadienne sur le but marocain depuis tout à l'heure, que les Marocains jouent en défense. De l'autre côté, c'est toujours 0-0. Le Maroc perdrait à 2 conditions, donc avec des si, mais on est loin de là, grâce à Dieu. Il faudrait que la Belgique marque un point et que le Maroc perde 3-2. On est loin de ça, puisqu'il nous reste 10 minutes. Et donc, je reviendrai 1 minute avant la fin du match. Il ne faut pas s'enflammer, comme dit Akli, je suis d'accord. Hein. Moi, je voudrais saluer quand même, parce que les Marocains, ils jouent en blanc, ça va leur porter chance, ils jouent avec les couleurs de l'Algérie. Donc, merci aux Marocains de porter les couleurs de l'Algérie. Et aux couleurs de la Tunisie. Non, mais clairement, bien sûr qu'il faut les réintégrer. Alors, pourquoi il faut les réintégrer? Je vous demande de répondre dans un instant, si vous le voulez bien. Akli et Besma, qui me donneront votre avis sur le sujet, bien entendu. Pourquoi il faut réintégrer les soignants non vaccinés alors qu'on les a fait travailler pendant le Covid, alors qu'ils étaient contaminés, on leur demandait de venir travailler même étant malades. Aujourd'hui, voilà, ce sont des gens qu'on veut écarter à tout prix. Faut-il les réintégrer? On sait qu'il y a un manque de personnel criant dans les services d'hôpitaux, alors qu'il y a même des services d'urgence qui ferment par manque de personnel. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? C'est la question que l'on vous pose et vous êtes 79% à dire oui. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Maître Maghrebi, Akli Menouli, Audrey Pronosti. Alors Akli, pourquoi il faut donner non, ça c'est bon, on a répondu au Téléthon. Il faut donner évidemment 36-37. Pourquoi il faut réintégrer les soignants non vaccinés, Akli? Parce que, en fait, au-delà du fait qu'on peut avoir, après, c'est une perception des choses, mais ce sont quand même des gens, même quand ils étaient non vaccinés, ils se sont quand même donné corps et âme à leurs soignants, ils ont pris des risques, et ils ont fait ce choix, mais ils ont pris des risques, ils ont quand même été sur le front. Absolument. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous sommes, les gens l'ont dit avant, je vais le reprendre, mais qu'on est sous tension. Mais nous, en France, en métropole, on est sous tension, mais aux Antilles, c'est encore pire, dans les territoires. Donc, à un moment donné, et puis, s'ils sont réintroduits, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'ils sont suspendus, ils ne sont pas licenciés, donc ils ne peuvent même pas avoir des recours, prud'hommes, etc. Donc ils ne peuvent pas se défendre. Ça, c'est aussi un élément dans la loi qui est problématique. Mais, et puis l'autre élément, il faut quand même savoir que s'ils sont réintégrés, ils le seront avec un protocole. Je ne vois pas, aujourd'hui, nous, on rentre partout sans masque, sans rien. On ne sait pas si on est malade ou pas, et ça pose aucun problème. Et dans les hôpitaux, on doit garder le masque pour y rentrer. Donc eux, ils auront le masque comme les autres. Donc je ne vois pas ce qui va changer. À part à être sur du dogmatisme et pouvoir les punir pour les punir, je ne sais quoi, de ne pas accepter. Mais si c'est la liberté, le droit de prendre effectivement à quel moment ces gens-là ont mis en danger la vie d'autrui. C'est aussi de ça. Aujourd'hui, on voit bien. Et puis, je finis. Dans toute l'Europe, partout dans le monde, ils ont été réintégrés. Il n'y a que la France qui continue à persister et qui signe. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent ou alors ils changent de tisane, mais il faut qu'ils réfléchissent autrement, quoi. C'est QFD. Maître Maghrebi, il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Bien évidemment qu'il faut les réintégrer. Et là où je rejoins Akli, c'est qu'en effet, au niveau européen, ils ont été réintégrés. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le débat a été mis sur la table, on va dire, à savoir est-ce que la France doit les réintégrer ou pas, parce qu'au niveau européen, ça a été réintégré. Ils ont été réintégrés. Là où je rejoins Akli également, c'est bon, ils ont été punis. Je pense que, voilà, au départ, on voulait punir les personnes qui refusaient de se faire vacciner parce qu'on pensait et on considérait que les vaccinés permettaient de ne pas transmettre le virus. Aujourd'hui, au niveau scientifique, on n'en est plus du tout là. On sait très bien que vacciné ou pas vacciné, quand le virus doit être transmis, il est transmis et que le vaccin ne l'empêche absolument pas. Donc, à mon sens, c'est un argument qui ne tient plus. La punition, ça y est, elle a eu lieu. Troisième raison pour laquelle moi, je considère que on doit les réintégrer, c'est que ils ont quand même, et là c'est plutôt l'avocate qui va parler, c'est qu'ils ont signé un contrat. Il y a un principe général du droit qui s'appelle la force obligatoire du contrat et on dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties. Quand ils ont signé le contrat, il n'y avait pas ce vaccin. Qu'on vienne leur imposer un vaccin en cours d'exécution d'un contrat et qu'on vienne en plus modifier l'exécution du les conditions d'exécution de ce contrat et qu'on mette fin à ce contrat-là ou on le suspende sans même d'ailleurs mettre fin à ce contrat juste parce que on décide de ne pas se faire vacciner quand on sait... sous prétexte que c'était pas envisageable. Et exactement. Donc déjà là, ça met en péril un principe général du droit et surtout quand on sait en plus que ils avaient quand même des motifs légitimes pour refuser de se faire vacciner, à savoir que ce sont des professionnels de la santé qui n'avaient pas confiance en un vaccin
qui ne bénéficiait pas d'une autorisation de mise sur le marché standard, mais qui bénéficiait d'une mise sur le marché conditionnelle pour pouvoir, et qui était justifiée pour passer une crise. Nous ne sommes plus dans la crise. À partir du moment où nous ne sommes plus dans la crise, je ne vois pas pourquoi cette suspension devrait être maintenue. Bien au contraire, le chantage, ça suffit. La punition, ça suffit. Il faut les réintégrer et exécuter le contrat tel qu'ils l'ont signé initialement. Surtout qu'on manque de personnel. T'avais gagné ton procès à New York ? Oui. Oh là là. Haut la main d'ailleurs. Ah ouais ? Oui. D'accord. Dans un instant, fin du match entre le Maroc et le Canada. Ça presse dur. Il reste 5 minutes là. Il reste 5 minutes. On se fait la pub rapide. On écoute Mam, la belle histoire, qu'on va retrouver évidemment pour nous parler du Téléthon. Il va nous faire un petit peu l'historique. Et puis le quiz et les pronostics. Tout ça à faire en moins d'un quart d'heure. Mais on va y arriver. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec la fin de cette émission, la dernière partie avec Maître Maghrebi, avec Akli Menouli, avec Audrey Pronosti. Alors on va écouter tout de suite Mam, la belle histoire du jour consacrée aujourd'hui, la belle histoire des génériques consacrée au Téléthon. Et dans un instant, on va parler de la fin du match. Je crois qu'on approche petit à petit vers la fin du match. Et le Maroc qui a un bon pied en 8e de finale. Mam, c'est à toi. 1 minute 30. 1 minute 30. Allez, le temps de juste d'écouter Mam et on y revient dans un instant. La belle histoire des génériques, le Téléthon, depuis 1987. À la veille d'un grand rendez-vous de la générosité à la télévision et partout en France, la belle histoire des génériques vous conte une si belle aventure, celle du cœur. Aujourd'hui, nous allons évoquer le Téléthon, célèbre émission diffusée sur les antennes de France Télévisions depuis 35 ans. L'origine du programme est américain et date d'il y a super longtemps, mars 1954 sur la chaîne de télévision ABC, au cours d'un show télévisé marathon de plusieurs heures. La contraction entre télévision et marathon donne Téléthon. Organisée contre la paralysie cérébrale, elle fut animée par l'acteur Bob Hope et l'actrice Zaza Gabor. Une première étape réussie à l'américaine inaugurant le charity business. Une star connue et reconnue, une histoire émouvante et un appel aux dons du public. En 1966, le Téléthon américain prend de l'ampleur et sera animé jusqu'en 2011, rendez-vous compte, par l'acteur Jerry Lewis qui luttera contre les myopathies. Pendant 30 heures, les émissions, animateurs, animatrices et artistes s'enchaîneront pour relayer le message et inviter le public à donner pour la recherche. En France, dès le début des années 80, c'est l'animatrice d'Antenne 2 Dorothée qui a l'idée d'importer le concept du Téléthon en France. La chaîne refuse alors, pensant que le succès ne serait pas au rendez-vous, le charity business étant loin de la culture française. Finalement, c'est en 1987 qu'Antenne 2, alors chaîne préférée des Français, accepte, sous l'impulsion de Jean-Marie Cavada et de Louis Berriot, directeur de l'antenne, pour la mise en place tous les premiers week-ends du mois de décembre chaque année, un marathon télévisuel de 30 heures. Ainsi naît le premier Téléthon les 4 et 5 décembre 1987, dont le parrain n'est autre que Jerry Lewis. Le Téléthon est organisé chaque année par l'AFM, l'Association française contre les myopathies, rebaptisée depuis AFM Téléthon. Longtemps présidée par Bernard Barato, elle est présidée actuellement par Laurence Thiénot-Herman. Le groupe France Télévisions mobilise ses antennes pendant 30 heures sur France 2 et France 3, mobilise ses animateurs et animatrices et les moyens techniques pour la réalisation du programme. La musique du générique est restée inchangée depuis 1987, seulement réorchestrée et modernisée. Elle est l'œuvre du compositeur Marc Goldfeder. Rendez-vous demain sur France 2 dès 18h45 pour le coup d'envoi du 36e Téléthon avec Nagui et Sophie Davant pour la présentation et Kev Adams en parrain. Et surtout, on ne lâche rien. Téléthon depuis 1987 sur France Télévisions. « 36-37 tout au long de ce week-end, les Bravo. amis. Besma, elle a Bravo. applaudi, la Téléthon, Ouais. c'est Besma. Hein. Bravo. Absolument. Toujours pas fini le match ? Il reste 4 minutes de temps additionnel. Moins de 3 minutes. Ouais. Moins de 3 minutes, on suit évidemment cette fin de partie, évidemment. Allez, un petit quiz ? Le quiz. Allez. Rapide avant la fin du match. Avec mes petites questions. Tiens, pourquoi les téléspectateurs de TF1 étaient en colère hier ? Parce qu'ils n'ont pas pu voir le but annulé. Ouais. C'est ça. TF1 a rendu l'antenne très vite. Trop vite. Trop vite, effectivement. Ah, Tarek Mami. Fil rouge. Fil rouge, qu'est-ce qui se Fil passe ? rouge, on peut crier vive le Maroc. Le match entre la Croatie et la Belgique vient de se terminer. Et par conséquent, quel que soit le prochain résultat
du Maroc, c'est-à-dire que si le Maroc venait à recevoir par extraordinaire un second but, il est quand même qualifié, donc on peut donc crier hurrah, bravo pour les Marocains. Il leur reste 3 minutes de temps supplémentaire, mais le Maroc sort de la poule et va aller jouer donc au 8e de finale. C'est la Belgique qui va rentrer donc à Bruxelles. Pour être méchant, donc on leur a mangé les frites, mais bon, on est content quand même. Au Maroc. Et je vais peut-être vous retenir donc la dernière minute, parce que c'est un moment historique de voir une équipe maghrébine, le Maroc, en train de partir donc à sortir de la poule. Ça représentera le Maroc, cette équipe sera, ça représentera le Maghreb, cette équipe sera donc supportée par les Marocains, par les Algériens, par les Tunisiens, en tout cas par les gens normaux qui aiment le football. Et donc le Maroc, de ce côté-là, il faut qu'il tienne encore 1 minute. Et le coach marocain en profite donc pour faire un changement, parce que le changement permet de gagner quelques secondes. Et donc on regarde on voit donc cette dernière minute. Je m'excuse pour l'émission, mais donc on continue, on regarde ensemble cette dernière minute. Le stade est tout rouge. Rouge, c'est la couleur du Maroc. Le stade est enflammé. Le joueur donc marocain prend son temps et il a bien raison pour rentrer pour le changement. Tactique, ça. Alors du coup, l'entraîneur du Canada essaye de faire pareil et fait un dernier changement pour la dernière minute. Mais le foot est comme ça. Et tant que 2 fois, avec l'expérience d'hier, cher Christophe, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match et tant qu'il n'y a pas de VAR derrière, le Maroc est aujourd'hui donc fini le match. Au 8e match. Ça y est. J'ai été calme pendant toute la deuxième mi-temps du match et pendant toute la deuxième partie de l'émission LGF. Mais là, ce sont des secondes qui vont rester. C'est enregistré. C'est la mémoire collective du Maghreb. Bravo Maroc. Vraiment le bravo Qatar Maroc. donc aura permis à un pays maghrébin donc d'aller au 8e de finale. Et donc normalement, j'espère qu'on aura encore 2 équipes africaines derrière, le Sénégal et le Sénégal, Ghana. c'est fait, hein, ça y est. Donc cette dernière opération, dernier tir probablement pour le Canada. Alors nous c'est fini, hein, Tarek. Hein. Pour nous le match est fini. Je ne vais pas m'essouffler et je vous laisse terminer puisqu'il vous reste 3 minutes pour conclure sur place. Il reste effectivement le Cameroun et il reste le Ghana. Bah, d'ailleurs, tiens, on va pronostiquer tout de suite. Hop. Ouais, alors bougez. Non, le Sénégal, ça y est, ils sont qualifiés, Tarek. Le Sénégal sont qualifiés. C'est fait, c'est réglé. Mam, tu vois, il veut pas que le Sénégal soit en 8e, hein, Tarek. Si. Il y a 2 pays africains en 8e pour l'instant, le Maroc et le Sénégal. La Tunisie n'est pas qualifiée. Il y a Moussa Koité de Marseille qui passe le bonjour. Ah, Moussa. Bravo Marocain, bravo Marocain. J'ai pas beaucoup entendu parler du Sénégal dans cette campagne. Je dis, aucun problème. Christophe va s'occuper de ça pour les prochains matchs, puisque le Sénégal est dans le 8e donc, de finale. Et qu'on aura le temps de parler jouer en blanc, ça marche. On l'a fait pour la Tunisie et pour le Maroc. D'ailleurs, mon cher Tarek, est-ce que vous savez si l'équipe de France bat la Pologne dimanche, contre qui? Alors, quelle équipe elle rencontrera? Contre le Sénégal. Ou l'Angleterre, attention. Parce que, normalement, d'après les Sénégalais, ça sera contre le Sénégal. Ah bah oui, forcément. Et il faudrait, eux, avoir le Sénégal pour avoir une espèce de revanche de 2002. Où la France avait battu le Sénégal. Et comme les pays africains cette année sont en train de battre la France, comme la Tunisie hier, avec ou sans VAR, avec ou sans égalité, donc les Sénégalais espèrent jouer plutôt contre la France plutôt contre la France. Alors justement, donc merci Tarek Pami, reste avec nous. Le Maroc donc qualifié et termine premier du groupe. Sacrée belle opération quand même. Il reste quelques secondes à jouer. Oui, ça y est, donc, nous c'est fini. Non, ça y est, vous avez un décalage, Tarek, parce que nous c'est fini le match. T'as un décalage. Ouais, gros décalage, c'est fini. C'est fini, ils sont en train de faire la fête sur le terrain, de danser, de chanter. Et je disais que la couleur blanc leur va bien. On a plusieurs sources donc, pour ce résultat. On a les télés, on a l'iPad, on a la radio. Bon, l'essentiel, c'est que le Maroc soit qualifié. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ce soir. Alors, contre qui va tous les amoureux du foot du Maghreb. Alors, contre qui va tomber le Maroc en 8e? C'est la grande question et on le saura ce soir. Puisque ce soir, il y a un Japon-Espagne. Rappelons que l'Espagne, et si je parle sous le contrôle de Mam qui va aussi m'assurer, l'Espagne a 4 points. On est d'accord? Oui. Le Japon en a 3. Le Japon en a 3. L'Allemagne en a 1. L'Allemagne en a 1 puisqu'elle a fait match nul et a perdu contre le Japon. Et le Costa Rica, je crois, a 0 points.
Ça veut dire que... L'Espagne a 4 points, c'est sûr. L'Espagne a 4 points, c'est sûr. Voilà. L'Espagne, de toute façon, je pense que l'Espagne va se défaire du Japon, l'Espagne va virer en tête. Et l'Allemagne, ça va être dur, mais si elle s'en sort, elle sera deuxième. Donc le Maroc aura l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Mais attention, attention au Japon quand même. Vous êtes optimiste pour l'Allemagne, hein? Oui. L'Espagne a 4 points, le Japon 3, Costa Rica 3, Allemagne 1. Ah, donc le Costa Rica 3, j'avais oublié le Costa Rica. C'est Costa Rica, Allemagne. Alors attention, c'est pas fait, les amis, c'est pas fait. Moi, je dis, sans injurer qui que ce soit, je vous le dis les résultats. Je pense que l'Allemagne ne laissera pas passer sa qualification. Donc ça perd. Alors l'Allemagne, il faut impérativement qu'elle gagne. Donc ce soir, c'est ainsi qu'on connaîtra. Elle est dans la situation de la Tunisie d'hier. Voilà. Exactement, parce que je pense que l'Allemagne va faire comme l'Argentine, elle va se remonter. Je l'ai vu. Mais oui, carrément, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'Allemagne. Et puis l'Espagne fera pas cadeau au Japon. Parce qu'il faut qu'elle gagne et que son adversaire